Bonjour, bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, nous recevons M. Rénal Dufour, curé de cette paroisse et une mission dans le secteur nord. Bonjour, M. Dufour. Bonjour, Madame Rivard. Ça va bien aujourd'hui? Ben, il fait beau, hein, et puis c'est extraordinaire. Puis vous recevoir aussi, c'est un cadeau. Alors, oui, ça va très bien. Très bien. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de vous. Donc, rapidement, pour commencer, Oui. si je vous demandais de vous décrire, de me donner vos qualités, qu'est-ce que vous diriez? Oh mon Dieu, mes qualités. Je pense que ma première qualité, je suis capable, du fond de mon cœur, je suis un homme plein de joie. Il y a une joie sereine, parfois exubérante, mais je dirais la ligne de fond, une joie qui est capable de s'ouvrir, d'accueillir les autres, de faire face aux événements sans trop être bousculé. Et j'espère ne pas être trop bousculant, mais ouais, voilà, je dirais, oui, je suis chanceux, j'ai un bon caractère, je suis un bon vivant. Ouais. Ce qui doit être très nécessaire lorsqu'on est curé, en fait. Ben, ça nuit pas, Non, c'est mais ça. ça nuit pas, mais il y a des curés de tous les caractères, hein. Oui. Alors, c'est pas le caractère qui détermine le curé. Par ailleurs, un curé joyeux, ça aide, hein. C'est un homme public quand même, hein, des relations publiques. Alors, si on est un peu de mauvais caractère, ben ça aide pas. Parce que bon, oui, j'ai un côté avenant, amène, gentil, oui. Oui, Oui. tout à fait. On va faire un petit retour en arrière. On va parler de vos origines pour commencer. Vous êtes originaire de quel endroit? Alors, ma famille, moi, je viens du bas du fleuve, du côté de Rimouski, mais ma famille, qui est d'abord s'est installée au quai à Saint-Yves, au port, est montée dans les terres après quelques années. Donc, moi, je suis né à Saint-Gabriel de Rimouski, à 3 hauteurs, avant d'arriver aux frontières du Nouveau-Brunswick, qui sont derrière chez nous, avec Saint-François-Xavier et Saint-Charles-Garnier. Je suis né dans un tout petit village. À l'époque, il y avait quoi, 1800 ou 2000 habitants. Aujourd'hui, il en reste peut-être, je sais pas moi, 1200. Un petit village de montagne. Alors, avec une chose que je me rappelle, que j'aimais beaucoup, on demeurait à 1,5 km de l'église paroissiale. Et dans la cour arrière, ça donnait sur la nature. On avait un petit potager. Et puis, j'aimais beaucoup me coucher le long du potager, l'été, bien sûr, puis regarder le ciel parce que tout autour, c'est les Appalaches, c'est les montagnes. Donc, la seule sortie possible, si je peux dire, outre le chemin de terre, c'est de s'envoler. S'envoler. Et je me rappelle comment je me merveillais, puis je me merveille encore d'ailleurs, des oiseaux, les oiseaux qui volent, et il y avait les corneilles. Et puis j'étais un petit peu rêveur. Et Selma Lagerlöf avait écrit un livre sur le vol, l'envol. Et puis là, je rêvais moi aussi de pouvoir de me tirer sur une flèche, d'accrocher la corneille, de me bien placer sur son dos, puis là, de voyager. Alors oui, j'ai le goût du voyage s'est semé en moi très tôt. On demeurait dans un tout petit village de montagne. On n'avait pas de voiture. Alors, comme on n'avait pas de voiture pour se déplacer, on allait rarement ailleurs. Et puis, aller ailleurs, c'était un voyage. C'était wow, c'était immense. Quand le dimanche après-midi, mon père organisait un voyage chez mes grands-parents maternels ou mes grands-parents paternels, c'était l'expédition, là, le voyage. Alors, je suis resté très... Je me sens profondément appelé. J'ai le goût des voyageries et des voyagements. Et puis, ma vie a été marquée beaucoup par les voyages. Je viens d'une famille nombreuse aussi. On était 11 enfants à la maison, plus les parents. Moi, je suis le 8e dans la fratrie. Et avec ce que ça veut dire de joie, on ne s'inquiétait jamais pour savoir si on avait assez de joie pour jouer au hockey, là, ou si on voulait faire une partie de Monopoly. Que mon frère avait dessiné à la main parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour en acheter un. Alors, on l'a fait à la main. Mon premier jeu d'échecs, c'est des bâtons de hockey coupés en longueurs différentes pour faire des pions qu'on marquait P dessus parce qu'on n'avait pas... Puis l'échiquier, c'est un carton sur lequel on trace un échiquier. Là. Il n'y avait pas d'argent à cette époque-là. Alors, mais on aimait jouer. Et oui, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, on ne cherchait jamais s'il y avait des voisins pour faire une partie de Monopoly. Là. On en avait assez à la maison. Par ailleurs, les voisins aimaient beaucoup venir faire une partie de Monopoly, puis on pouvait des fois, dans la cour de la maison, qui était assez grande, on pouvait être des fois 60, 70 pour jouer le soir à la cachette, jouer toutes sortes de jeux, ouais, partir en forêt, marcher. Ah, j'étais choyé, je suis né dans un milieu rural, de l'air, de l'espace. Je dis, je suis très riche, j'ai de l'air, de l'espace et du temps. C'est Ah, ben merveilleux. oui, moi, Et donc, j'avais 5 frères, 5 sœurs.
Alors, j'ai été choyé, oui. Ah ouais. Donc, les très grandes joies de la vie familiale, puis aussi les épreuves de la vie familiale. Oui. Donc, apprendre à prendre sa place, se disputer pour avoir du lait, disputer pour avoir un peu d'espace. Bon, les vraies chicanes de famille, mais qui forment le caractère. Mhm. Et on ne refait pas le monde avec de la guimauve. Alors, j'ai appris à laisser de la place, puis à prendre de la place. Et puis, développer le goût des voyages, des études. Mes grandes sœurs et mes grands frères étudiaient aux études supérieures. Alors, ça m'a donné le goût. Je me rappelle encore, le dimanche matin, pendant que mes grands frères allaient à la grand-messe solennelle, hein, j'aimais rester à la maison pour aller à la petite messe après, parce que ça me permettait de fouiller dans leurs livres. Parce qu'à cette époque-là, les livres, c'était sacré. Hein. Alors, je me rappelle d'avoir fouillé dans ma première grand-mère grecque, puis d'apprendre les lettres grecques. Là. Wow! Puis de cacher tout ça, renfermer tout ça proprement avant la fin de la messe, parce qu'ils allaient revenir. Alors, tout gentiment. Et quel bonheur! On faisait des délits très graves avec de si petites choses. Tout à fait. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, vos Alors, parents? mes parents, c'est des gens de cette époque-là. Alors, mon père était bûcheron, OK. avec ce que ça veut dire de dur, puis de sous-traitement. Hein. Les conditions de travail étaient pénibles. On travaillait en anglais dans un pays où on n'avait aucun droit à ce moment-là. Alors, mon père parlait pas anglais. Mon père avait une troisième année. C'est nous qui lui traduisions ses papiers. Euh, c'est un homme qui travaillait dur et qui était dur. Il était dur avec les animaux. C'était un homme de cette époque-là. Puis avec les défauts de cette époque-là aussi. Qu'est-ce qu'ils avaient comme loisir? C'était boire, boire et boire encore. Alors, avec tout ça, mais un homme loyal à la parole donnée, OK. travaillant, comme on disait à l'époque, c'était un travaillant. Arthur, c'est un travaillant. Fidèle à la parole. Alors ça, s'il avait dit qu'il serait là à 8 heures, il va être là à 8 heures. Et j'ai gardé ça un petit peu en arrondissant un peu sur les heures. Mais moi, je dis vers 8 heures. Lui, il disait à 8 heures. Moi, j'ai un petit côté là-dessus plus souple, peut-être plus méditerranéen, je ne sais pas trop. Je suis souple sur les heures. Ma mère, elle aussi, c'était une travaillante, très fort. C'est une Dufour aussi, en passant. Donc, mes parents, c'est deux Dufour, du côté de ma mère, du côté de mon père. Du côté de mon père, c'est des Dufour travaillants, mais très humbles, d'humbles conditions. Du côté de ma mère, c'est des Dufour un peu plus, nous on disait un peu plus snob, plus d'élite. Là. C'est mon petit côté bourgeois. Ça, c'est le côté des Dufour de ma mère. Mon grand-père maternel était ingénieur forestier. Il y avait des moulins à bois. Mon grand-père avait vécu aux États-Unis longtemps, alors il est revenu ici. Et puis, c'était plus, chez mon grand-père maternel, il y avait un grand salon double, hein, le salon pour l'ordinaire, puis le salon de Pâques et Noël, le haut côté, où il y avait le piano, etc. Alors, du côté de ma mère, ça portait haut, comme on disait à l'époque. On se tient droit, on est des Dufour. Hein, puis quand on faisait une gaffe au village, ma mère nous le rappelait, là. Hey, vous êtes des Dufour, hein? On a un nom à défendre ici. Alors, ça, je me rappelle une fois, en revenant de l'école, il venait d'inventer les autobus scolaires. Et puis en revenant à midi, je crois bien, on chantait à l'autobus, là, conducteur, conducteur, pèsez donc sur le gaz. Puis là, il y a un petit homme qui dit, ah, le jeune Dufour s'énerve. Et en rentrant à la maison, donc il descendait avant d'arriver chez nous, en arrivant à la maison, donc c'est quoi, peut-être 2 minutes plus tard, ma mère nous attendait déjà. Alors, on s'énerve dans les autobus. Les villageois, hein, ça se téléphonait. Madame Dufour, votre jeune s'est pas mal énervé dans l'autobus. Puis nous, on devait être des modèles, des exemples. Hein, parce que dans les maisonnées, comme les petits Dufour, ça se tient. Hein, alors, mais ça, c'est dans l'enfance. Somme toute, aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai eu une enfance financièrement très pauvre, mais très riche de voisinage, de jeux, de la nature. Combien j'ai eu le plaisir. On ramassait les fraises, les framboises, puis de jouer dans le champ, dans le bois. On avait à 1,5 km de la maison, il y avait le bois qu'on appelait le bois de la sorcière. Parce qu'il y avait des arbres qui courbaient, là, puis on voyait la sorcière. Hein. Moi, je viens dans un univers où on voyait les sorcières. Avec son chat noir, etc., son balai. C'était un univers... voilà. On croyait, j'imagine, au surnaturel, quelque chose comme ça. Là. Il y avait un monde de sorcières qui volaient dans les arbres. Ah non, j'ai eu de très beaux souvenirs. Fraises, avec mes soeurs, on allait ramasser les fraises.
On parlait jargon aussi. Alors, le jargon, ça, c'était quand on ne voulait pas que mon père comprenne ce qu'on planifiait, ce qu'on complotait, alors on se parlait en jargon. Je vais vous dire une petite phrase, je vais vous dire quelque chose. Bon de gon, je de go, clos de go, de guel, ri de guy, va de gare, ça de gare, va de gare, bien de guet. On dit, ah, on de gon, va de gare, prépayé, pas de gare, ré de guet, du de gu, su de cru, cru de cru, à de gras, la de gare, cré de gré, de guet. Oui de guy, oui de guy, OK. Alors, tout était réglé. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris. Bonjour Claudel, ça va bien? Ah! C'est bon? Sinon, parce que nous aussi au primaire, Ah, OK, vous on aviez l'a un parlé, jargon. oui. Mais OK. après, j'ai pas compris. Alors, on va préparer du sucre à la crème. Oui! Alors là, ceux qui ne comprenaient pas, ils étaient exclus, bien sûr. Oui, j'ai de très beaux souvenirs. Oui. Mes frères m'ont stimulé beaucoup. Mes grandes sœurs, j'ai une de mes sœurs qui, à l'époque de Noël, on avait le grand sapin et puis on chauffait au bois. Et les parents allaient souvent dans les fêtes de famille, là, mais on était 13, on n'amenait pas les 13. Donc les petits restaient à la maison avec ma sœur qui devait nous garder, comme on dit à l'époque. Et un des trucs qu'elle avait trouvé qui est extraordinaire, c'est elle nous rassemblait autour du sapin de Noël, illuminé, la crèche, et puis le poêle qui crépitait, hein, le feu. Et puis elle nous lisait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grande lectrice, moi, qui me lisait Jean qui pleure et Jean qui rit, La comtesse de Ségur, Les malheurs de Sophie. Moi, j'ai entendu ça. Toute mon enfance a été habitée par la lecture près de l'arbre. Et puis, on devait se coucher tôt à cette époque-là encore, hein, les enfants se couchaient tôt. Et puis, j'ai eu le plaisir, moi, d'avoir des grands frères qui me lisaient des romans, puis racontaient des histoires. Mon frère René Jean, c'était un conteur infatigable, inépuisable, ineffable. Et puis, le lendemain soir, alors, il me demandait juste où qu'on était rendu. Parce que si je m'endormais, lui ne savait pas. Alors, des fois, mon autre frère, qui était entre nous deux, lui disait, non, on était rendu plus loin que ça. Ouais, mais dis-lui, il n'a pas entendu la suite. Allez, réinvente la suite des événements. Non, j'ai dû. Et moi, je pense que j'ai développé le goût des feux de camp, les feux du soir, les feux de poêle, les feux de bois autour de ça. Et puis, les récits. Je fais du scoutisme pendant des années. Puis, les récits, les raconter. J'aime ça. Je me rappelle une fois sur la route d'Espagne, je lui racontais des histoires. Puis, c'est des grands quand même qui avaient entre 16 et 22 ans. Ils me disaient, est-ce qu'on a droit à un récit ce soir? Je disais, ben ouais, on était rendu où hier? Et oui, là, j'aime raconter parce qu'on m'a raconté beaucoup. Moi, j'observe aujourd'hui, on a beaucoup pris soin de moi. J'ai été choyé. J'étais dans un environnement, je dirais, économiquement appauvri, parce que nous étions francophones et en Amérique, c'était pas la bonne place pour l'être. Et puis, j'ai été choyé, entouré. Oui. J'ai de très, très beaux souvenirs. Ça m'a donné le goût des voyages, la lecture, d'apprendre les langues étrangères. Hein, on a eu beaucoup de plaisir chez nous, on s'amusait beaucoup avec les cartes étrangères. Et je me rappelle, ma mère avait enseigné avant de se marier et elle avait gardé des cartes de géographie. Alors, on avait des grandes cartes au mur. Puis un des jeux qu'on faisait, il faut le faire, on avait quoi, 8, 9, 10 ans, c'était, tout le monde allait dans une salle à part, puis là, il y en a un qui cherchait un nom écrit sur la carte, là, un petit village où... Je me rappelle encore Capelle. C'est où Capelle, hein? En Saskatchewan. Okay. Alors, celui qui le trouvait, c'est lui qui cherchait le mot suivant. On jouait au hockey, mon frère et moi, et on n'apprenait pas beaucoup les noms des joueurs de hockey, parce que la radio qu'on avait dans la montagne, c'était quand on diffusait un match, c'était... Alors, Béliveau passe à Geoffrion. Ah, qu'est-ce qui s'est passé après, on ne sait pas. Alors, mais on aimait beaucoup jouer au hockey dans la rue. Et là, quand mon frère et moi, on jouait des séries de lancer, frapper, etc., c'était par exemple la France lance, puis il fallait répondre Paris bloque. Hein, tu vois, on jouait avec les capitales. J'ai appris, à l'époque, je savais les 50 capitales des États américains, les pays, on savait ça, parce qu'on jouait à apprendre. On était très créatifs. Oui. Ah ouais, on s'est amusé beaucoup. Ben oui, vous êtes vraiment créé vos jeux. Ça vous arrêtait pas du tout de ne pas avoir de moyens, disons, pour vous en acheter? En fait, honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir pensé que nous n'avions pas les moyens. Ah, wow. Il suffisait... On a joué des jeux qu'on inventait. Alors, tu vois, on avait des petits chatons. Les chatons aiment jouer avec tout ce qui bouge. Oui. On prenait des balles de ping-pong. Et puis là, d'une
d'un bord à l'autre du lit. Le chat, lui, il court après la petite balle, alors puis elle lui échappe, donc il fallait la bloquer. On a inventé ça. Les billes, jouer avec des billes. Avec les stylos billes aussi, là, tu pesais sur un petit bouton, et puis, alors, si tu faisais frapper ça sur la bille, c'est le premier qui arrivait à amener la bille de l'autre côté du lit. Alors, et on jouait aux cartes. C'est incroyable. Tous les matins, là, dans les congés, là, l'hiver, alors, la Casino Royale, le disque, la Casino Royale, là, on l'a usé. On a passé l'aiguille à travers le disque. On avait un jeu de BTO qui était du Monopoly x10, là. Et puis, c'était une bille qui roulait comme dans un casino, là. Eh bien, on a usé, on a découpé à force de jouer, on a usé... Ah non, voilà, on a été créatifs. On s'amusait. On a même inventé... Non, ça, c'est vraiment drôle, ça. Avec mes jeunes sœurs, mon frère, on ramassait tout. Et puis, un samedi de pluie, c'était l'encan. C'était le troc. Chacun sur son lit dans sa chambre, dans nos chambres. Nous, on avait une chambre de garçon, mais on avait nos lits doubles. Et puis là, on mettait tout ce qu'on voulait échanger sur le lit. Puis là, on allait voir avec les autres. Mais ça, tu me donnes combien pour ça? On faisait du commerce, du troc. Puis on ramassait tout. Ah, ça va bien se vendre, ça. J'ai appris, probablement, c'est là que j'ai appris aussi à aimer compter, budgéter. J'aime encore ça. C'est moins les sous, le dollar, moins le signe de dollar que ça va arriver, là. On va arriver, on va faire un échange. Ça valait tant, ça valait tant. Le jeu du troc, ça, j'aime ça beaucoup. D'ailleurs, je me suis amusé avec ça en Chine, parce qu'en Chine, ils sont encore sur le modèle du troc. Okay. Alors, tu veux ça? Oui. Très bien. Combien tu me donnes? Puis là, c'est tout le jeu extraordinaire de commencer le plus bas possible pour l'acheteur. Pour le vendeur, il commence le plus haut possible. Puis là, de négocier pour arriver à un prix. Puis là, hop, vendu. Ah, là, en Chine, j'ai même réussi à négocier des timbres-poste. Il faut le faire, hein? Il faut juste pas être pressé. OK. Les timbres-poste, oh, c'est un peu cher. Mais c'est des timbres-poste, hein? Tout le monde sait qu'un timbre-poste, c'est un prix fixe. Mais j'ai réussi à négocier des timbres-poste. Ah, mais ça doit être tout un sport, par exemple, réussir. Oui, c'est sûr qu'il faut aimer ça. Il ne faut pas être pressé. Ou encore, il faut s'arranger pour passer après des États-Unis ou après les Japonais. Eux, ils négocient pas, ils payent. Alors, quand tu arrives après 2 États-Unis ou 2 Japonais, tu peux négocier parce que le vendeur, lui, son argent est fait. Ouais. Alors là, il peut te laisser descendre plus bas. Ah, alors là, j'attendais parfois qu'il y ait des États-Unis qui soient passés ou des Japonais. Puis là, je dis, oh là, ça va être le temps. Alors, c'est pour ça que ça devenait... Peut-être. Je m'illusionne peut-être. Et puis voilà, ça chez nous, ma mère était commerçante. Alors, on a appris le commerce, là, le commerce au sens de la relation humaine. Et le client a toujours raison. On vote toujours du côté du client. Ça me faisait rire. Non. On vote libéral. Elle dit non, avec un client, on ne vote pas libéral. Il a toujours raison. Oui, bien sûr, on peut voter comme vous, il n'y a pas de souci. Et dans mon village, il y avait 2 familles qui votaient rouge à l'époque. Alors, c'était chez nous puis une autre famille, là. Alors, et la dernière semaine avant les élections, ma mère prenait soin, bien sûr, de nous habiller en rouge, pour que tout le monde le sache. Ah, c'était sympathique. Et donc là, on a vraiment beaucoup parlé de votre enfance. Si on allait un petit peu aussi dans votre... Parce qu'on le voit, vous aimez apprendre. Oui. Vous aimez... Donc, qu'est-ce que vous avez comme... Qu'est-ce que ça a été l'école pour vous? Est-ce que vous aimez ça? Comment vous étiez? Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, bon, il y avait des facteurs qui aidaient, hein? D'abord, quand j'ai voulu commencer l'école, moi, je voulais commencer. Mes grands frères et mes grandes sœurs faisaient des devoirs tous les soirs, puis il y avait des crayons, ils écrivaient, puis ils se lisaient, ils faisaient des mathématiques. Ah, je veux. Puis, dans un petit village, à cette époque-là, ma mère disait, si tu veux aller à l'école, téléphone au professeur. OK. En voulant dire par là, arrête de me zigonner, puis le jour où tu vas avoir téléphoné, bien, tu t'organiseras. Eh bien, j'ai téléphoné, puis je dis à la professeure de première année, bien, madame, moi, je suis prêt à commencer. Je sais compter, je sais mon alphabet, Et j'ai commencé, bien que j'ai fait, au moment où j'allais rentrer, j'ai fait une amygdalite, alors ça m'a retardé d'1 année. Mais je savais lire, écrire. Là. Puis mon père qui ne savait pas lire beaucoup, mais il avait un truc qu'il faisait l'hiver, que j'aimais beaucoup. Comme on était beaucoup nombreux, alors il achetait des grosses boîtes de céréales, où on en recevait en cadeau aussi. Puis le lettrage était des grosses lettres. Alors on découpait des grosses lettres, puis là, on pouvait écrire. Avec les grosses lettres, les enfants peuvent lire plus facilement.
Alors, j'ai appris très tôt. Alors, j'ai fait mon école primaire. À l'époque, c'était 7 années, hein, primaire 1 jusqu'à 7. Puis là, j'ai fait 6 et 7 dans la même année parce que je réussissais bien. Ma famille a accepté. Puis là, j'ai rattrapé mon frère. Puis ça m'a fait mon secondaire. À l'époque, c'était 4 années. Et puis, la dernière année, on allait à Rimouski. Donc, pour nous, c'était, je crois, 45 ou 50 kilomètres d'autobus le matin, d'autobus le soir. Et là, ça s'appelait le cours préparatoire aux études supérieures, le CPES. Et là, il fallait choisir après qu'est-ce qu'on fait. Alors, les cégeps n'existaient pas encore. Et puis là, où il venait commencer, peut-être 67, ouais. Il venait de commencer. Puis j'avais la possibilité, j'avais un frère qui étudiait à l'Université d'Ottawa, au Canada. Alors donc, j'avais la possibilité peut-être d'aller étudier tout de suite à Ottawa, si je réussissais l'admission, etc. Alors, j'avais à peine 17 ans. Alors, j'ai demandé à ma sœur aînée ce qu'elle en pensait. Elle dit, c'est sûr, elle dit, moi, je ne doute pas que tu réussisses. Et du point de vue pédagogique, ça ne m'inquiète pas, académique. Mais elle dit, tu vas avoir 17 ans avec des gens qui vont en avoir 20, 19, 20. Ça, c'est plus problématique. Genre, ça ne me dérange pas. Alors, j'ai appliqué pour l'Université d'Ottawa. Je suis parti à l'Université d'Ottawa en septembre 1969. Alors, je suis allé faire mes études de chimie. J'ai fait toutes mes études de chimie, le baccalauréat en chimie. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que quand je suis allé à la faculté de chimie, il y avait un autre jeune de 17 ans d'Ottawa. Alors, on était les deux plus jeunes de la faculté. Puis, on demeurait à peu près dans le même quartier. Et là, je suis dans une famille irlandaise, dans le bas de la ville d'Ottawa, où il y avait 7 enfants. Exactement le même ordre que chez moi. Il y avait une fille, 4 garçons, une fille, un garçon. Et j'arrivais à la même position dans la fratrie, mais j'étais le plus vieux. Alors, c'était des très belles années, de très belles complicités. J'ai beaucoup aimé étudier à la faculté de chimie. C'était en anglais, une langue que je ne parlais pas. Alors, je dessinais tous les soirs. Tranquillement, j'ai appris. Et ma mère irlandaise m'avait dit « Don't worry, you'll catch it in the garbage. Hein, ça se ramasse dans les poubelles. L'anglais, c'est une langue commune. Elle dit, Don't worry, be happy. Alors, j'ai réussi mes études de chimie. Et puis, après ça, là, il venait le temps, quand il venait le temps de devoir travailler. Moi, je ne connaissais que les études. Alors là, j'ai écrit, je regardais dans le Globe and Mail, qui était à l'époque, qui est encore d'ailleurs un grand journal de la Ville-Reine à Toronto, au Canada. Et puis, j'ai vu là qu'il cherchait un professeur de mathématiques et de sciences à Sudbury, en français. Alors, j'ai écrit, et là, je dois dire, j'ai écrit une lettre dans ma vie pour demander de l'emploi. Seulement une? J'ai écrit là. Cette lettre-là. Et là, j'ai eu une entrevue. Quelques semaines plus tard, j'étais en entrevue à Ottawa. Les directeurs des écoles là-bas venaient à Ottawa. Puis j'étais divisé la liste des candidats. Puis je raconte l'anecdote, je trouve que ça vaut 100 $, 100 piastres. Et là, je rencontre un directeur. Il me fait faire un entretien. Bon, pourquoi vous voulez venir? Bon, tout va très bien. Puis il dit, j'aurais une dernière question avant de partir. Et il dit, il faut se rappeler à l'époque, on est à la fin des années, au début des années 70. En Ontario, il n'y a pas d'école de langue française secondaire publique, ou peu, en tous les cas. Il me demande, et si les élèves et les familles faisaient la grève pour obtenir une école de langue française, que feriez-vous? OK. Alors là, j'ai senti la soupe chaude. Hein. Vous me demandez ce que je ferais si les élèves et les familles demandaient une école de langue française à Sudbury. Ben, soyons honnêtes, hein, je les appuierais. Je dis merci beaucoup. Et quelques semaines plus tard, je reçois un appel d'un autre directeur qui me demande, viendrez-vous enseigner dans la vallée, au nord de Sudbury? Je dis bien sûr, Bon, ça va. Et j'ai eu mon premier contrat d'enseignement dans la vallée, à Valley East. Ça s'appelait à l'époque Hanmer. J'enseignais mathématiques, calcul mécanographique, algèbre, voilà. Et là, après quelques mois, il me demande, qu'est-ce qui s'est passé avec le premier directeur que tu as rencontré? Je sais pas, j'ai répondu à ces questions. Il dit, il faut que je te dise que quand le soir, on se rencontrait à l'hôtel à Ottawa, puis il dit, on passait chaque nom en revue. Est-ce qu'il est engageable ou est-ce qu'elle est engageable, etc. Puis quand on est arrivé à toi, il dit comme ça au groupe des directeurs, tu parles, toi, d'un gars bizarre, toi. Un excellent entretien, il passe, et je lui pose la question piège sur les écoles françaises, puis il me répond qu'il va appuyer les jeunes qui vont faire la grève. Et voyons, il ne veut pas travailler, quoi. L'autre directeur, lui, celui qui me dit, moi, je lui ai dit, voyons, s'il est assez honnête pour te dire qu'il va appuyer
les familles et les jeunes qui veulent une école de langue française, il va être honnête sur le reste. Il dit, moi, je l'engage. Alors, il m'a engagé sans m'avoir jamais vu. J'ai signé mon contrat par la poste et j'ai fait une excellente année à Sudbury. On n'a pas eu de grève pour une école de langue française, ça s'est réglé autrement. Et puis, entre-temps, dans cette année-là, j'ai un de mes frères qui était, lui, étudiait la maîtrise en littérature à Montréal, qui me téléphone pour me dire qu'il cherche un professeur de chimie à Rouen, à l'époque, on disait Rouen. Je lui dis, ben, et pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, ben, tu pourrais venir, hein, parce que ça faisait longtemps que nous qu'on se connaissait. Ben, mon frère était rentré, lui, au petit séminaire à l'âge de 12 ans. Moi, j'étais parti pour Ottawa, donc on se voyait très peu. Ben, il dit, viens au moins pour un an. Il dit, qu'on se connaisse, qu'on soit ensemble. Ah, ben, je dis, ça ne m'intéresse pas. Je suis inscrit à la maîtrise, mais à Ottawa, en éducation. Je vais continuer en Ontario. Je ne me tente pas de revenir au Québec. Le Québec, à ce moment-là, on remonte au début des années 70. Alors, c'est un Québec qui ne se décide pas d'être un pays, qui n'a pas changé. Alors, moi, ça ne m'intéresse plus, ces combats-là. Bon, moi, je demeure en Ontario, je suis francophone. En Ontario, ouais, mais il dit, le directeur, il va te téléphoner, au moins, sois poli. Je dis, OK. Le directeur me téléphone, c'est l'abbé Charles Lambert. Je suis très poli. Je lui dis que je le remercie beaucoup de m'avoir mis sur sa liste, etc. Et qu'il peut bien sûr m'envoyer un programme pour voir à quoi ça ressemble, etc. Tout gentiment, toujours dans ma tête en disant, je suis gentil et poli, mais je n'irai pas. Puis bon, il me relance et de coup sur coup, il me dit, ah, j'ai vu que vous aviez déjà fait la biologie. Oui, mais je ne fais pas de vivisection. Je suis opposé à ça, les vivisections. C'est pas nécessaire au secondaire. Alors, il dit, écoutez, on peut s'arranger. Et chaque fois que je mettais une objection, il dit, oui, on peut s'arranger, ça s'arrange, vous savez. Finalement, je dis, bon, je ne peux pas lui dire non. Hein. Puis finalement, mon frère, il me donne un argument de taille. Il dit, écoute, tu veux retourner aux études, on est d'accord. Maintenant, tu vas être au niveau de la maîtrise. Viens donc enseigner un an, tu vas mettre de l'argent de côté et au lieu de faire une année à la crève, tu feras une bonne année à ta maîtrise, là, tu mangeras bien, etc. Ah, ben j'ai dit, c'est un argument qui ne tombe pas tout à fait à plat. Alors, j'ai accepté pour un an et j'y suis encore. J'ai accepté de venir à Rouen pour un an et puis j'ai renouvelé. Je suis demeuré 5 ans à enseigner au petit séminaire. Okay. J'ai découvert un pays extraordinaire, des gens extraordinaires. J'étais heureux, puis on ne quitte pas un endroit où on est heureux. Puis pendant que j'étais là, alors là, c'est creuser le désir de qu'est-ce que je fais de ma vie. Moi, j'avais une amie à ce moment-là à Ottawa. Puis bon, à un moment donné, je dis, bon, quel sens je veux donner à ma vie? Bien sûr, je dis, bon, je pourrais me marier, avoir des enfants, une famille. Mais il y avait toujours au fond de moi, un dialogue que je n'aimais pas tout à fait, en fait, qui me dérangeait. C'était de servir la communauté comme prêtre. Et ça me dérangeait, je n'aimais pas l'idée. De toute façon, mon père n'aimait pas l'idée, parce que mon père, pour mon père, les prêtres, ce sont à l'époque, on disait des chiens noirs, alors des wouf-wouf, c'est des boss, etc. Alors, c'était pas bien coté dans ma famille. Et puis, je dis, bon, ouais, mais je pense que je serais capable de rendre ce service-là à la communauté. Mais je voulais pas. Et là, il y avait un homme extraordinaire à Rouen qui s'appelle Monseigneur Jean Gamelin. Jean Gamelin qui était un homme, à mon avis, extraordinaire, hors de l'ordinaire. J'ai commencé à le connaître comme j'enseignais au séminaire. Et là, par l'abbé Lambert, mon directeur, qui était devenu vicaire général, ils m'ont demandé d'être secrétaire d'un comité qui allait écrire la constitution du conseil diocèse pastoral. Je dis, ah, bien sûr, ça, je suis capable de faire ça. Je vais y aller une fois. Et puis, tranquillement, de fil en aiguille, la main entre dans le tordeur. Et puis, je suis heureux. L'abbé Lambert, c'était un homme il avait étudié à Bruxelles, d'ailleurs, à Lumen Vitae. C'était un homme de qualité, des gens de qualité. Alors, bon, de fil en aiguille, de l'intérêt. Puis, à un moment donné, quand mes dettes, j'ai fini de payer mes dettes d'études, j'ai voulu diminuer mon temps de travail parce que j'aimais voyager. Alors, dans mon temps de travail, je dis, je pourrais peut-être travailler un peu à la paroisse. Bon, ils ont accepté ça. Aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feraient, là, mais c'est un original. Tu sais, je travaillais à la paroisse, à l'école. Et puis, là, au fond de mon cœur, autour de 25 ans, je dis, bon, aussi bien aller vérifier. Là. Alors, je suis rentré dans le séminaire à 27 ans. Puis je suis rentré pour aller valider, aller vérifier en espérant que... D'ailleurs, je me rappelle encore, on faisait des tests psychométriques pour mesurer plein de trucs. Puis quand il sort mon rapport, il n'y a aucune contre-indication majeure à l'ordination de ce jeune homme.
Alors, je dis à mon conseiller spirituel, vous avez engagé un incompétent, quoi? Il n'y a pas d'objection majeure. Ouais, mais il faut en trouver, justement. C'est son métier de les trouver. Parce que moi, je trouvais pas... Je ne voyais plus d'obstacles internes, ce qu'on appelle le fort interne. Je dis, bon, je peux bien m'opposer, mais je m'oppose à moi-même, dans le fond. Je dis, voilà. Et alors, à partir de là, mon directeur, il dit, ben, s'il n'y a pas de contre-indication majeure, il faut... c'est à vous de décider, là. Vous n'êtes pas obligé, mais... Puis finalement, dans le jeu intérieur, je pense que ça doit ressembler... Je me dis ça des fois avec des gens qui se marient. Il doit y avoir sûrement un point de rencontre, un moment intérieur, une jonction là, qui dit... Un carrefour, qui dit, bon, je fais quoi, là? Je suis heureux avec elle ou avec lui, puis... je prends tout dans le manche encore. Ben, je dis, bon, là, écoute, je vais te marier. Là. Je suis prêt. Moi, je suis prêt, là, les enfants, et tout le Bataclan. Là, ce qui va arriver, je suis prêt à y faire face. Il doit y avoir un peu de ça. Alors, c'est un peu la même chose avec moi. Je dis, bon, être prêtre, c'est pas très différent, tout en apparence, oui, mais pas en profondeur, parce que c'est s'engager dans sa liberté à donner, à construire sa vie au service de... Alors, moi, quand je regarde mon père, l'obéissance, là, mon père... avec 11 enfants à la maison, t'obéis tout le temps, malgré que tu es toujours au boss. Mais non, il faut aller travailler, puis il faut pas arriver en retard. Tu sais. Une fois, j'étais à la Nouvelle-York, puis il y avait une amie presbytérienne qui dit « Ah, l'obéissance, c'est terrible, ça. » Puis je dis « Vous savez, moi, j'obéis presque pas. Mon père obéissait. 11 enfants à table, puis des patrons, ça, c'est obéir. Moi, j'organise mes horaires. Bien sûr que ça a l'air... J'ai un évêque, mais mon évêque, je ne l'ai pas sur les talons tous les jours. Les enfants, 11 enfants dans la maison, ça, c'est tous les jours et toutes les nuits. Hein. Alors, face à ça, je me disais, obéir. Ensuite, il y avait, bien sûr, je suis capable de donner ma parole. Je suis capable d'être honnête, d'être franc, puis d'être loyal. La pauvreté, je dis, mon Dieu, c'est... Je regarde, moi, je suis rendu à 66 ans, là, puis des temps de pauvreté dans ma vie, comme mes parents ont vécu, là. Je n'ai pas connu ça. Pauvreté, la chasteté. Bien, quand j'aime raconter, quand je faisais des rencontres dans le milieu scolaire, vous savez, vos pères, là, vos mères, là, ils sont engagés à être loyaux à l'égard de l'autre. Mm-hmm. Ils ont renoncé à plein d'autres hommes, à plein d'autres femmes qui sont peut-être plus brillants, plus intelligents, plus fins, plus gentils que celui ou celle à qui ils ont donné leur parole. Moi, je renonce à une de plus. C'est juste ça. C'est... Puis, c'est pas la fin du monde. Puis, on a tous assez vécu, je pense, pour comprendre que le mariage, c'est pas une sinécure. C'est pas olé olé tout le temps. Il y a des temps d'apprivoisement, il y a des temps d'écœurement, il y a des temps d'engagement. Mais le célibat, c'est pareil. Il y a des temps faciles, il y a des temps où tu poses 1 million de questions. Puis, ben voilà, c'est la vie, quoi. Ça sort ça. Alors, j'ai continué à ce moment-là. Là, j'ai fait mes études. Je suis retourné aux études, faire un bac en théologie à l'Université Laval. Et j'ai ajouté la maîtrise coup sur coup. J'ai fait une maîtrise tout de suite. Puis après ça, je suis venu donc au pays, j'ai travaillé. Et puis, en 2006, j'ai eu le goût de faire une maîtrise en gestion des petites collectivités et des coopératives. Moi, je crois beaucoup au modèle coopératif, au modèle mutualiste. Je pense, moi, que c'est la meilleure contrepartie au capitalisme sauvage dans lequel on est retombé. C'est se mettre ensemble pour se donner des outils pour répondre à nos besoins. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me vendre n'importe quoi. De quoi avons-nous besoin? Et ce dont nous avons besoin, est-ce que nous avons les ressources pour se le donner, le construire? Puis quand il n'y en a pas, ça tombe bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut inventer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ici au Témiscamingue a été créé Éveil Géria, le groupe Jeunes Coop. C'est des parents qui me disent, les jeunes, ils s'ennuient l'été. Là. Il n'y a rien à faire. Puis, chez nous, c'est un trou. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression. Ah, c'est un trou, c'est un trou. Alors, généralement, si on était à peine 6, bien, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un trou? On ne peut pas toujours compter sur les autres qui vont venir, ils ne viendront pas. Parce qu'on n'est pas intéressant, on est 6, il n'y a pas d'argent à faire avec nous. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a fait des mercredis de juillet, on a inventé plein de trucs, on est allé jouer au mini-golf, on a visité, voilà, on s'est amusé, quoi. On s'est occupé. Et depuis, ça va drôlement bien. Et moi, en ce sens-là, je crois beaucoup à ça. Alors, ma formation globale, j'aurais aimé faire un doctorat, mais j'avais rencontré le père Robert Michel à Ottawa en discernement, puis il m'avait dit, après qu'on avait cherché ça, pourquoi je voulais faire un doctorat, ça c'est intéressant aussi, c'est parce que la valeur première dans ma famille, c'est les études et le travail. Alors je voulais faire un doctorat parce que dans notre société,
c'est le haut de l'échelle de la formation universitaire. Puis, donc, le doctorat, à ce moment-là aussi, ça donne du crédit. Quand tu parles, hein, c'est le docteur Dufour. Là, c'est juste maître Dufour 2 fois. Mais docteur Dufour qui dit que... Alors, il a étudié. Tu sais, comme à ma fin, quand on disait, là, hey, il a étudié, là. Ça, c'était... Oups, il venait de prendre une bonne coche vers le haut, là. Et alors là, il me dit, ouais, mais dans la situation actuelle de l'Église, qu'on a besoin de quelques doctorats, bien sûr, pour les universités, pour enseigner, mais il dit, on a beaucoup plus besoin de compétences transversales. Qu'est-ce que vous voulez dire? On remonte ailleurs, avant que ça devienne populaire. Mais il dit, on aurait besoin de gens qui sont à la fois, comme vous êtes formés en chimie. Ça vous donne un regard sur le monde, une manière de comprendre, de questionner, d'analyser. Deuxièmement, vous avez une formation, un bac et une maîtrise en théologie. Donc, vous avez un regard aussi par rapport à notre héritage. Maintenant, dans quelle autre chose vous aimeriez vous former? Il dit, on a besoin d'une compétence transversale qui aille voir, mettons, en sociologie ou en philosophie ou n'importe quoi que vous avez le goût de faire, qui va nous permettre d'avoir un regard intéressant sur ce monde. Parce que, vous savez, quand on fait un doctorat, on devient de plus en plus pointu. Parce que là, on a besoin de gens qui sont capables de regarder la géologie, la biologie, l'éthique, la théologie, l'histoire, la géographie, les moyens de communication de masse, qui sont capables de regarder. On a besoin de plus de gens possibles qui auraient comme des créneaux différents. Et quand on les met ça ensemble, on dit, ça produit un discours qui devient audible, qu'on est capable d'entendre, qu'on a le goût d'entendre, parce qu'il n'est pas hyper spécialisé. Et bon, là, ça a été pour moi un choc, parce que là, je ne devenais pas docteur Dufour, mais bien une autre maîtrise. Là, j'ai choisi une maîtrise dans les coopératives et le développement des petites collectivités, parce que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un réseau de petites communautés. Même si Rouyn a 40 000 habitants, là, des petites communautés. En Chine, c'est des villages. Là. Alors, mettre ça ensemble, susciter le goût de partager et surtout, je pense, d'inspirer la confiance que, justement, comme je le dis souvent, là, nous sommes moins de 2 de la population nationale. Faites-vous-en pas, le poids à l'Assemblée nationale, c'est nada. On est une région peu peuplée, éloignée et isolée. Le parc, il n'y a même pas de route entre le Témiscamingue et Montréal. Il faut passer par le Canada. C'est incroyable. Mm-hmm. Alors, face à ça, comme on est isolé et éloigné, on est loin dans les priorités nationales. Alors, face à tout ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'on se donne comme service ici? Et là, on peut inventer des choses. Puis ça a même un avantage de ce côté-ci du parc. On est loin des soucis de l'Assemblée nationale. Alors, c'est un peu ça le contour de ma formation académique, parce que par ailleurs, j'ai ajouté de la formation par l'animation, hein, le scoutisme, la flambée, tous les mouvements de groupe. J'ai appris beaucoup ma vie de famille. Ensuite, ça, les voyages. Les voyages m'ont formé beaucoup. J'ai même été demeuré 1 an à Paris pour écrire un petit livre. Puis, ça m'a aidé beaucoup. Se former à travers les rencontres, les échanges, se laisser interpeller. Oui. Mais justement, voulez-vous nous parler un peu de votre livre? Ben oui, j'ai fait un livre. En fait, je l'ai fait quasiment malgré moi. Parce que, encore là, je vais revenir à ma famille. Oui. Dans ma famille, c'est pas moi qui écris bien. Hein? C'est mon frère qui écrit beaucoup mieux que moi. Puis ma sœur, j'ai une de mes sœurs que je trouve extraordinaire son écriture, mais il ne publie pas. Puis je dis, bien, publiez avant moi, parce que moi, je ne me sentais pas le droit de publier parce que, bien voyons, c'est pas moi qui écris bien. En fait, je n'écris pas bien. Enfin, je trouve pas. Je me relis, des fois, je dis, je ne dirais pas ça comme ça, il ne faut pas dire ça comme ça. Bien, parce que je suis critique. Mais j'avais donné des conférences en 1995-1996, des conférences de carême, alors, sur le mal, mon expérience, mon contact avec le mal. Et puis, après les conférences, il y a des gens qui venaient me voir et me disaient, pourriez-vous écrire ça? C'est beau, je voudrais dire ça à mon frère, sur le suicide, par exemple, la maladie mentale, la violence familiale, etc. Pourriez-vous écrire quelque chose là-dessus? J'aimerais ça donner... Parce que ce que vous avez dit, ça m'a stimulé, ça m'a éclairé, ça m'aide à faire face aux drames que je rencontre dans ma vie. Mais je ne sais pas comment le dire, moi. Puis je dis, bon, OK. Alors, je suis allé à Paris pour l'écrire.
Et puis j'écris, voilà, j'ai commis ce petit livre que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis quand il eu le temps de la publication, je me rappelle, j'avais rencontré le père Benoît Lacroix. Puis il me dit, vous publiez à compte d'auteur parce que des caisses de livres non vendus, je peux vous en montrer. Alors lui, il publie chez Fidèle, je pense. Puis il dit, puis lui, Benoît Lacroix, c'est un top connu, là. Et puis il dit, ça sort pas toujours, là. Alors j'en ai fait imprimer 1000, puis il m'en reste une quarantaine. Alors, c'est quand même très bon. Oui, très tout bon. à fait. Puis, si vous pouviez simplement nous parler un petit peu, parce que c'est pas un livre, c'est pas un objet de fiction, là, ce livre-là. Ah non, vraiment... c'est des conférences à partir... Alors, c'est sûr que, fondamentalement, je l'ai dit tout à l'heure quand je me suis présenté, je sens au fond de moi une joie profonde de vivre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ici, là, je me lève le matin, les oiseaux chantent. J'ai mangé mes premières fraises du jardin la semaine dernière, fin juin. On est sous un pommier, on entend les oiseaux. Moi, je suis heureux ici. Alors, je suis profondément, je dirais, habité par une joie sereine. Mais sauf que je ne suis pas aveugle. Et je vois bien aussi la souffrance des autres, la misère des autres, dans ma famille, dans le village, dans le monde. Puis là, je me dis, bon, comment je fais pour articuler une joie profonde et sereine avec un regard sur la souffrance des autres? J'avais peur de tomber, d'une part, je ne veux plus voir le mal parce que ça vient porter ombrage à ma joie et puis ça la rend coupable. Vous êtes tombé innocent, vous riez, vous chantez, puis regardez tout le monde qui souffre. Et puis d'autre part, je ne voulais pas que ma joie soit, elle, étouffée par la souffrance humaine. La souffrance est tellement grande qu'on pourrait dire on n'a plus le droit d'être joyeux, là. Alors, j'essaie d'articuler les deux et c'est là où j'ai écrit ça. Comment articuler les deux? D'abord, un regard sur comment je l'ai découvert, la souffrance. Alors, la pauvreté, quand je m'en suis rendu compte, la violence familiale, la violence dans le monde, la maladie mentale. Dans ma famille, on a traversé des épisodes de santé mentale. Et comment faire face à ça? Comment ne pas se décourager? Comment continuer à aimer quand la réponse n'est pas évidente, là? Alors, j'ai travaillé ça. Et puis, la maladie comme telle, qui mène à la mort, je dis, oh là, c'est inévitable, hein, quand je vais à l'hôpital, par exemple. Alors, face à ça, ce que j'ai fait, j'ai d'abord comprendre pour moi où je me situe, et puis de trouver un équilibre, une joie réelle, profonde, et ma foi joue un rôle très profond là-dedans. Là. Je me sens profondément connu et aimé, et non pas malgré la souffrance, ou malgré le mal, ou même malgré mon péché, mais avec. Et là, à ce moment-là, tu te dis, OK, comment ça se rend, comment ça s'articule? Et là, dans mon livre, je vais dire, il y a des choses qu'on m'a apprises que je ne crois plus, qui ne répondent plus, qui ne rendent plus compte de ce que je vois. Par exemple, je suis passé par rapport au mal, c'est non plus pourquoi le mal, au sens de parce que. On entend encore souvent, là, bon, je me rappelle encore quand a éclaté l'épidémie du sida, mais c'est parce qu'avec ce qu'ils font, vous savez, hein, avec ce qu'ils font. Hein, toujours les femmes qui se font violer, mais vous savez, habillées comme elles sont. Tu vois. Alors toujours, j'ai compris, je pense, que l'intelligence humaine a besoin de réponses. Pourquoi? Parce que. Et puis un jour, en lisant un texte de l'Évangile, au chapitre 9 de Saint Jean, on rencontre un aveugle de naissance. Et puis les gens demandent, et pourquoi il est comme ça? Est-ce à cause de ses parents? Donc, autrement dit, c'est une tare, c'est une hérédité, c'est de sa faute. Parce que quelque part, on sent que c'est de sa faute. Si t'es dans le trouble, ma fille, là, demande-toi dans ce que t'as fait, tu sais. Mon gars, demande-toi dans ce que t'as fait. Alors ça, moi, ça m'énervait. Comme j'entends à la radio, là, ce que j'appelle la psychanalyse de cuisine, là, quelque part, c'est toujours la faute des mères ou des pères, quelque chose. C'est toujours les parents qui, quelque part, n'ont pas fait quelque chose, qui auraient dû faire. Moi, ça me fatigue quelque part. Je me dis, voyons donc, on fait de notre mieux dans la vie, là. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Et j'ai arrêté, à un moment donné, de vouloir comprendre d'où ça vient, mais de m'investir pour aller vers où on veut aller. Alors, j'ai changé ma réponse. Alors, pourquoi parce que est devenu pourquoi pour que. Pour que tu t'impliques. Fais quelque chose. Bouge-toi les doigts, bouge-toi le popotin, là. As-tu quelque chose que tu peux faire pour aider les autres? Alors, j'ai découvert, par exemple, là, j'ai renforcé, pour le découvrir par moi-même et pour moi-même, le pardon. Alors, quand on peut pardonner, allons-y gaiement. Il n'y a pas... par rapport à la maladie, visiter. Je n'aime pas aller à l'hôpital, mais ça aide. Alors, tranquillement, d'apprendre à passer
d'une explication rationnelle qui n'explique rien, qui veut juste dire c'est de sa faute, voilà, il n'est pas assez bon encore, calons-le, à qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là, j'ai découvert ce que j'appelle des machines de la résurrection. Écouter, rappeler à l'autre par le regard. Souvent, il y a des regards qui abaissent, il y a des regards qui élèvent. Oui, je suis capable de t'écouter. Ça ne paraît pas aujourd'hui, là, parce que je suis en entrevue, là. Mais je peux passer effectivement 1 heure en silence à écouter quelqu'un qui raconte. Ouais. Et là, en écoutant, l'autre, il découvre que c'est pas bête ce qu'il a vécu, c'est pas de sa faute. Je pense à des choses terribles, l'inceste, le viol, les coups. Non, on ne mérite pas ça. C'est pas dans l'ordre « j'ai mal fait ». Dans l'alcoolisme, par exemple, souvent, ce qu'on découvre en accompagnant des enfants d'alcooliques, c'est que quelque part, l'enfant, en grandissant, dans un processus d'internalisation, il va comprendre que c'est de sa faute à lui. Alors, quel enfant n'a pas désobéi? Quel enfant n'a pas été à l'heure? Quel enfant n'a pas fait ce qu'il fallait faire? Alors, donc, c'est de ma faute. Si mes parents se disputent, c'est de ma faute. Alors, il faut travailler ça, dire, non, tu es un enfant. Alors, et on travaille ça. Et tranquillement, on arrive à découvrir que le mal, je n'en sais pas la source. C'est pour ça qu'on parle de diabolos. C'est avant nous. Mais il est là. Et face à ce mal qui est avant nous, bien, qu'est-ce qu'on peut te donner? Bien, le meilleur de toi-même. Et là, comment on va faire pour aimer là-dedans? Paul Claudel a cette phrase extraordinaire. Dieu n'est pas venu enlever le mal, il est venu le remplir de sa présence. Et lorsqu'on remplit d'une présence, d'un regard, d'une écoute, d'un sourire, lorsqu'on remplit l'espace de l'autre, ça ne vous décourage pas ce que je vous raconte? Mais non, moi je ne l'ai pas vécu, c'est vous. Oui. Je ne prends pas sur moi, j'écoute, j'accompagne. Et là, je me rappelle, dans un cours de psychopathologie, le prof nous avait dit, vous savez, il vous faut entrer dans le délire de l'autre, mais en vous rappelant que vous êtes sur la rive. Donc, pour l'amener, on peut aborder si vous voulez. Et Oui, puis de oui. prendre le temps. Alors, en ce sens-là, je trouve que face au mal qui est omniprésent, ben, on a peut-être, nous, à inventer un mode de présence, de patience, de douceur, de joie même, d'offrir la joie. Je me rappelle une fois, pour toutes sortes de raisons, que je ne vous raconterai pas en détail, là, mais je devais préparer le souper de Noël pour 3 enfants dont la mère était à l'hôpital. Alors, je parle de 3 enfants que je gardais cette journée-là, Noël, pour tout le monde. Mais voilà, c'est ce que le père m'a dit, c'est Noël. Alors, lui, il n'était pas là. Il était parti avec ses amis, lui, là. Alors, moi, je me retrouve avec 3 enfants. Puis là, je me rappelle encore, on coupe les carottes en petites lanières, le fromage. Puis à un moment donné, le petit qui avait 8 ans, il me dit « Mais pourquoi on fait tout ça? On va les manger de toute façon. » J'ai dit « Parce que c'est Noël. Il ne sera pas dit à Noël qu'on n'a pas un souper beau. » Alors, on va déposer nos petites carottes, découper les fromages, etc., les céleris, les petites viandes roulées, parce que c'est Noël. On fait notre souper de Noël. Alors là, je me dis, c'est vrai, c'est Noël. Ouais. Puis là, il voulait avoir un dessert. Alors, on a inventé un dessert. Alors voilà, c'est ça. Pour moi, il y a le mal dont je ne sais pas la cause, la source, et j'ai arrêté de la chercher. Parce que ça demeurera pour moi un grand mystère. Mais je sais maintenant, si je ne sais pas l'amont, je sais l'aval. L'aval, je peux le construire, je peux faire quelque chose. Prendre soin, intervenir, accueillir, aider. Il y a des souffrances que je ne peux pas accompagner ou que j'accompagne très maladroitement. C'est toutes les souffrances liées à l'alcoolisme et à la drogue. Parce que comme je viens d'un milieu où mon père était alcoolo, il y a quelque chose je dirais, qui n'est pas tout à fait guéri. Ce qu'on appelle des promesses d'ivrogne, j'en ai entendu tant et plus, fait que j'y crois pas beaucoup. Tandis que d'autres choses, d'autres souffrances, je suis plus à l'aise. OK. Ouais. Vous êtes comme trop émotivement impliqué Voilà, dans cette c'est ça. souffrance-là. Ouais. Puis il faut savoir le reconnaître, puis Oui. dire, écoutez, je peux vous écouter ce soir, mais je ne suis pas la bonne, je suis pas le bon. Ouais. Je vais vous en recommander un, j'en connais d'autres qui sont capables. Moi, je suis pas bon parce que en dedans de moi, c'est du mal. C'est pas vrai, ça. Des mensonges. Non, pas des mensonges. Des promesses d'ivrogne. C'est pas des mensonges. C'est des promesses d'ivrogne. Oui, oui, tout à fait. Mais, puis on le voit vraiment dans votre parcours à quel point à quel point il y a eu cette transformation-là aussi, là, du pourquoi, pour que,
d'aller toujours essayer d'aller dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça C'est change? On l'a vu aussi beaucoup à travers votre bénévolat, tous les projets que vous avez partis, Oui, tout ça. oui. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Bien, effectivement, on pourrait... Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Guy Lemire un petit peu, qui était secrétaire général de l'université, et qui, à l'époque du CRDAT, le Conseil régional de développement, puis l'ancien maire d'Amos. Alors, on était dans un groupe de visionnaires. Et puis moi, c'est ça que j'ai retenu. Bien sûr que j'ai le pouvoir et la capacité de regarder le passé. Je suis quand même, je pense, assez fin pour analyser qu'est-ce que l'État devrait faire et pourrait faire. Mais en fait, il ne le fait pas. Je peux passer mon temps à tirer des pierres. Il devrait. Et les autres devraient, bien sûr. Maintenant, ça ne nous donne rien, ça, pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Et je me rappelle, j'avais un animateur communautaire, un bon Marc Cisan, qui, en plein hiver, on fait une rencontre à Rouen pour la question de l'aide alimentaire. Puis que lui, il nous reprochait, nous, de donner de l'alimentation à des familles appauvries avec des enfants, etc. Parce que ce faisant, on les empêchait de se révolter contre le système qui produit cette pauvreté. Je dis, vous avez tout à fait raison. Moi, je crois que c'est un système qui génère la pauvreté. La pauvreté ne tombe pas du ciel. C'est parce qu'il y a un mal développement, il y a une mal distribution, une mauvaise répartition des ressources qui font qu'à un moment donné, il y a des familles qui se retrouvent avec leurs blessures personnelles aussi, mais ils se retrouvent avec des manques. Bon, mais je dis, quand il fait moins 40, mon bon monsieur, moi, quand ça sonne à la porte, j'ouvre. Rentrer, on va se réchauffer. Mais c'est bien sûr que je les empêche. À l'époque, Hydro-Québec avait le droit de couper l'électricité si on ne payait pas. Mais quand il fait moins 40, mon bon monsieur, là, moi, j'ouvre la porte. J'ai rentré, on ferme parce qu'on ne chauffe pas le dehors et on va essayer de faire quelque chose. Alors ça, on m'a reproché souvent d'être un réformiste plutôt qu'un révolutionnaire. OK. Bien, j'ai dit, l'été, là, on prendra le temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Mais l'hiver, quand quelqu'un saigne, là, je ne me dis pas, c'est parce que vous devriez être à l'hôpital, par exemple, il devrait y avoir quelqu'un pour vous soigner. Mais vous êtes dans ma cour, mais on va faire quelque chose. Et à l'époque, on ne cherchait pas les gants de plastique. Hein. On n'avait pas peur de ça, le sida n'existait pas. Alors, on intervenait du mieux qu'on peut, on reste. Bon, j'ai fait ça, et puis tranquillement, j'ai compris que si on était à plusieurs, on y arriverait mieux. Seul, je me rappelle cette image toute simple. C'était une machine qui écrasait les gens, un marteau-pilon qui écrasait les gens comme ça. Puis là, les gens, ils essayaient de se mettre à plusieurs pour... Il faut bien sûr comprendre comment la misère fonctionne, parce que la misère, c'est pas une fatalité. J'écris ça aussi. C'est pas une fatalité. C'est un résultat d'une opération socio-économique qui fait que des gens sont dans la misère. Et puis là, si on se met ensemble pour l'analyser, parce que le premier combat difficile, c'est de redonner la dignité à quelqu'un, de lui révéler sa dignité. Là, j'ai travaillé avec Aide à toute détresse Carmonde, ATD Carmonde. On a fondé le Carrefour Rwanda. On est allé jusqu'à l'ONU, on est allé chez le pape, pour dire il nous faut révéler aux gens leur dignité. Parce que la plupart des gens, ils pensent que je ne mérite plus. Je me rappelle encore comment ça m'avait déchiré le cœur. J'ai un groupe de jeunes femmes, je dirais entre 18 et 25 ans. On prépare un week-end d'animation flambée. Et puis là, il y a une des jeunes de 18 ans qui dit j'ai été violée à l'âge de 16 ans, etc., etc. Et maintenant, je ne mérite plus. Je ne mérite plus d'être heureuse. Moi, j'étais choquée, scandalisée. Puis là, on a travaillé durant le week-end pour... mais oui, tu as encore droit au bonheur. Je me rappelle plus c'est quoi le film, un titre d'un film là, sur le viol. C'est lisse qu'on coupe ou les lisses coupées, quelque chose comme ça. J'ai dit non, tu as été coupé. Tu n'as pas choisi d'être coupé. Ouais. C'est ça. Je dis, il faut changer le vocabulaire. On ne dit pas mon viol, on dit j'ai été violé. Ça ne nous appartient pas. La violence que l'on vous a imposée, ça ne nous appartient pas. Elle vient de quelqu'un d'autre. Puis ça vient d'une violence qui n'a rien de sexuel aussi. C'est aussi des choses découvertes intéressantes avec Anne-Paul Poirier. Ça n'a rien de sexuel, c'est une violence qui est dans l'ordre du pouvoir pour écraser. Alors, il faut créer des circonstances où on va réexpérimenter la joie de vivre, la dignité d'être, et puis on n'a pas de permission à demander pour être. Ça, c'est par conception dans la tradition catholique. Là. Par conception, tu as le droit d'être. Tu n'as pas à mériter. Tes droits, ils sont ontologiquement liés au fait que tu sois. Maintenant, on va créer des organisations
pour les promouvoir, les défendre, les faire affirmer. Et toute société a ses limites là-dessus. Ma communauté catholique a des limites aussi. Mais ça n'empêche pas de travailler pour faire advenir. Alors, j'ai travaillé à Télé Quart-Monde sur l'extrême pauvreté. Parce que dans tous les pays, c'est quoi le quart-monde qu'on me demandait? Bien, vous connaissez le tiers-monde? Ah ben oui, c'est les pays du tiers-monde là-bas. Bon, mais dans tous les pays, incluant les pays du tiers-monde, parce que le premier monde, c'est l'Europe de l'Ouest, c'est le monde capitalistique. Le second monde, c'est le monde socialiste. Dans toutes les sociétés, il y a encore des plus pauvres. Et même dans les pays en développement, il y a encore des rejetés, des derniers de classe, des derniers de société. Alors, mais c'est encore des humains, des femmes, des hommes. Comme je me rappelle, quand on a commencé, j'ai fondé des caisses de prêts sans intérêt. OK. Je suis allé à la Caisse populaire, on m'a dit, mais ça prend un fou comme vous, là. Et on n'est pas capable, nous, de prêter sans intérêt. Alors, j'ai créé des caisses sans intérêt, de prêts sans intérêt. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus nécessaires, on a trouvé d'autres formules dans la société. Il y a plein de trucs comme ça qu'on a créés, qui maintenant, heureusement, notre société prend de l'avance. Je regarde là, juste une petite chose qui est présentement dans les premières pages, là. Les commissions scolaires vont devoir rembourser ou ils vont être poursuivis par les parents là, qui ont payé trop de frais pour commencer la classe. Bien, il y a 30 ans, là, moi, dans la messe d'entrée, à l'époque, il y avait une messe d'entrée, moi, je suppliais les professeurs de diminuer les demandes des fournitures scolaires. Là. Je mettais ça au minimum. Les familles n'arrivent pas. Et ce que j'ai fait certaines années, c'est de jumeler des familles qui, mettons, encore, je me rappelle très bien un copain qui avait 5 enfants, puis qui arrivait bien, il travaillait bien, puis lui, il voulait faire quelque chose avec son mouvement du cœur. Alors, j'ai dit, je vais te faire visiter une famille qui a 5 enfants, puis c'est la même rentrée scolaire que les tiens, là. Tu vas aller voir pourquoi ils ne peuvent pas arriver. Il m'est revenu, là, en pleurant, en disant, mais Anna, ils ne peuvent pas arriver, ils peuvent pas, c'est impossible. Je dis, voilà, tu as compris. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Ou encore, je me rappelle un autre truc. J'ai fait plein de choses dans l'engagement social. Quand on travaillait, comment ça s'appelait? C'était contre le décrochage scolaire avec le Club Richelieu, qu'on a fait des très bonnes choses. Mais je me rappelle quand j'avais dit, vous savez, le décrochage scolaire, là, le mouvement, le déclenchement, il se situe à peu près au niveau de 2e année du primaire. Ah! Ben oui, c'est là que l'enfant il découvre que c'est pas fait pour lui. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'oblige. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Il faut changer notre école primaire. Et puis surtout, quand on détecte dès ce moment-là, parce que là, il va décrocher seulement en secondaire 2, là. Il va arrêter l'école en secondaire 2, secondaire 3. Ouais. Mais ça fait depuis la 2e année du primaire qu'il dit « j'aime pas ça l'école. C'est plate, j'aime pas ça. » Puis il peut y avoir plein de facteurs. Parce que si on développe l'aide aux leçons, des activités parascolaires. D'ailleurs, le Québec, là, si on ne réinvestit pas dans le système scolaire, là, on s'en va vers un échec social très marqué. Mais il faut... à l'époque, moi, j'ai été chanceux. J'aimais aller à l'école. Puis, je peux dire comme ça, j'ai jamais douté de la compétence de mes professeurs. Mais aujourd'hui, là, moi, je prends des jeunes sous pouce, puis des jeunes qui viennent à la paroisse, dans les paroisses, puis ils me disent, tu sais pas quoi, hein? Mon prof, elle sait pas c'est quoi une morue. Bien, c'est vrai qu'au lac Témiscamingue, il n'y en a pas beaucoup. Je comprends. Moi, je viens du bas du fleuve. Des morues, on en mangeait le vendredi. Alors. Mais, tu vois, face à ça, il faut faire quelque chose, revaloriser. Voilà. Ici, au Témiscamingue, alors j'ai favorisé la création de jeunes coop Éveil Géraya. Ça, c'était pour les ados. S'organiser à faire quelque chose l'été et l'hiver. Et puis, j'ai accepté de siéger à Notre-Dame-du-Nord en santé. Je trouve que c'est important, des mouvements citoyens. Il faut rebâtir la citoyenneté responsable. Présentement, on a trop de gens qui pensent que c'est les autres qui doivent faire quelque chose pour nous. Moi, je suis d'accord qu'une société doive faire des choses pour ses citoyens. Mais c'est nous qui avons à apprendre. Comme je suis allé dimanche dernier, c'était la fête nationale, puis il y avait une magnifique fête populaire à la Marina du Nord. Moi, je trouve ça très beau, là. Il nous faut nous donner des organisations. Il ne faut pas compter sur l'État. Les responsables de l'État national, ils sont ailleurs. Il faut bien sûr, de temps en temps, tirer sur leur pan de manteau, là, mais
donnons-nous, nous, quelque chose et réapprenons notre citoyenneté, notre démocratie. En ce sens-là, les gens, ils savent que je suis très proche de Québec solidaire. Je me rappelle une fois, l'ancien député du Parti québécois, il m'avait demandé, il paraît que vous n'auriez pas voté pour nous. Je dis, ben non, vous êtes rendu beaucoup trop jaune. Moi, je cherche un parti vert, je cherche... je dis, vous savez, oui, j'ai un côté qui est en politique, comme citoyen, non pas comme prêtre, mais comme citoyen, qui vise une prise en charge par la communauté. C'est à nous autres de dire de quoi on a besoin. C'est pour ça que moi, je serais favorable au budget participatif. Je ne sais pas si vous connaissez l'idée, mais c'est sur le budget municipal, par exemple. On devrait garder un 15 où on dit, bon, ce 15 %-là, c'est vous autres, les citoyens, qui allez décider qu'est-ce que vous faites avec. Qu'est-ce que vous voulez dans votre quartier? Qu'est-ce que vous voulez dans votre rue? Bien, nous, on pense que la bordure n'est pas assez sécuritaire pour les enfants ou l'éclairage n'est pas assez sécuritaire pour la nuit, etc. Bien, c'est les citoyens eux-mêmes qui administrent 15 du budget municipal. Bien sûr que là, il faut qu'on soit en comité. Là, on apprend, c'est plat, on apprend à chicaner. Bien oui, mais quand est-ce que tu vas l'apprendre, la citoyenneté? Moi, j'ai une famille de 11. Hein? C'est là qu'il faut négocier la sortie de dimanche. On va-tu au hockey? On fait quoi? C'est à qui le tour? Alors, c'est un petit peu ça. Alors, moi, je pense qu'on pourrait réinventer la démocratie participative. J'espère hein, ça beaucoup, beaucoup. J'ai organisé, je trouve ça intéressant, avec dans un en santé, on a organisé, nous, à l'occasion, quand viennent les élections municipales et préfectorales, on a une rencontre ici. Là. Je pense que je vais venir filmer même une fois. Parce que, oui, on veut que les candidats s'expriment. Et puis c'est nous, comme citoyens, c'est ça. L'unité de base de la démocratie, c'est pas le Parlement fédéral. Ça, c'est très loin. L'unité de base, c'est le citoyen ou la citoyenne qui dit « Je suis responsable de mon village, de mon quartier, de ma cité. » Alors maintenant, à quoi je veux qu'elle ressemble? Et moi, je voudrais qu'on ait le droit de dire, dans mes impôts fédéraux, là, il y en a tant que je veux qu'il y ait à tel budget, là. Tel ministère, là. Mais je suis sûr que je suis rêveur, là. Comme j'avais souhaité pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, à l'époque du Conseil régional de développement, que nous ayons une assemblée nationale, nous aussi, ou une assemblée régionale, mais qu'elle se tienne à champ ouvert, là, mettons à Malartic, qui est le carrefour, le centre géographique de notre région. Oui. Et que là, pendant 3 jours, 4 jours, dans des dossiers de données, on donne nos... Puis l'exécutif aura comme tâche, pendant les 50 semaines qui restent, de faire avancer les dossiers. Qu'on vote, on est dans la plaine, là. Je suis d'accord, je suis contre. Mais bon, je suis rêveur, mais ça existe. Oui. C'est voilà. sûr. C'est des belles, mais c'est très intéressant, c'est très inspirant, en fait, ce que vous êtes en train de me raconter, là. Oui, c'est comme ça que je suis chrétien, en fait. Hein. Oui. Ça fait drôle de curé, là. On me dit des fois, c'est pas votre métier de curé. Ben oui et non. Non, si on pense qu'un curé, c'est un curé traditionnel qui fait les baptêmes, les mariages. Je fais ça aussi, là, baptême, mariage. Ben oui. Mais moi, j'y ajoute cette couleur. On n'est pas baptisé pour que l'eau ait coulé sur mon front et voilà, je suis inscrit dans le grand livre. On est baptisé pour que ton énergie intérieure, fécondée au souffle de l'esprit, t'entraîne vers une responsabilité élargie. On n'est pas confirmé pour que l'éveil me fasse une croix sur le front. On est confirmé dans la foi pour dire, voilà, ce que tu es, c'est pour le mettre au service des autres. Oui. Ma mère nous avait formé à ce qu'elle appelait à l'époque le devoir d'État. Alors quand je lui demandais, mais c'est quoi, maman, le devoir d'État? Et elle disait, ben, à qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Alors tu as beaucoup reçu, il va t'être demandé. Et le devoir d'État, c'est, selon ce que tu vas faire, de mettre tout ton cœur, toute ton intelligence au service des autres. Alors, moi, j'ai été élevé dans cette culture-là. Alors, je me sens pas de mérite, je me sens juste dans un mouvement intérieur dans lequel je sens mon cœur battre dans cette direction-là. J'essaie d'harmoniser ça pour qu'il y ait une cohérence. Maintenant, j'ai mes défauts, j'ai mes limites, mais j'essaie d'aller dans cette direction-là. Oui, d'accord. Je pense que vous y arrivez quand même bien, là. Ben, je pense... C'est ce qu'on entend. Quand je me regarde, honnêtement, le soir, quand je me couche, je dis merci, Seigneur. Tant que j'aurai de l'énergie pour le faire, ça me fera plaisir.
Super. Justement, en parlant des beaux projets que vous faites en tant que curé, j'aimerais peut-être qu'on parle du 5e dimanche. Ah, OK. Ah, c'est intéressant, ça. C'est qu'en étant responsable de 8 communautés de foi, 7 paroisses et une mission, vous comprendrez que je n'arrive pas à savoir mon horaire par cœur. Mhm. Alors là, à un moment donné, en jouant avec qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut pas tout faire, etc. Et à un moment donné, j'ai constaté que dans une année, il y a 52 semaines, nous, on dit que chaque mois a 4 semaines, donc 4 fois 12, ça devrait donner 48. Mais en fait, il y a 52 semaines dans l'année. Donc, il y a des mois où il y a 5 dimanches. Oui, il y a d'autres fois, vous prenez chaque jour, il y a des mois où il y a 5 lundis, 5 mardi, etc., mais le dimanche. Alors, on s'est dit, j'ai proposé à l'Assemblée d'Interfabriques, parce que je mets toutes les fabriques ensemble de temps en temps, 2 ou 3 fois par année. Et puis là, on s'est posé comme question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit spécial? Dire, par exemple, le 1er et le 3e dimanche, je suis à Anglier et à Saint-Eugène. Les 2e et 4e dimanches, je suis à Rimini, Guigues, Saint-Bruno, Notre-Dame-du-Nord et l'après-midi à Guérin ou Nédelec. Très bien. Le 5e dimanche, est-ce qu'on pourrait le garder pour faire un événement dans notre secteur, pour l'ensemble du secteur? On se donne congé dans chacune des paroisses et missions. On se donne un rendez-vous sur quelque chose. Et on a commencé ça le prétexte qui nous a fait commencer ça, c'était quand j'ai célébré mes 35 ans d'ordination. On a dit, bon, on va célébrer ça où? Bien là, tout le monde disait, bien, c'est bien mieux à Notre-Dame-du-Nord, c'est plus grand, tata. Puis à un moment donné, je dis, bien, ici, on le faisait au milieu géographique. À l'époque, c'était Guérin. Bien, en le faisant à Guérin, bien, on va être obligé de le faire dans la grande salle parce que l'église paroissiale est trop petite. Puis en faisant l'église paroissiale, bien, on peut inviter beaucoup de monde. Alors, on s'est invité, finalement, on s'est ramassé à créer un comité il y avait quelqu'un de chaque paroisse, et puis on a ramassé 325 personnes. Et là, lors de la célébration, lors de l'événement, on a fait des expériences qui n'étaient pas prévues, mais qui sont magnifiques. Des gens qui découvrent que dans des petites paroisses, des fois, on est à la messe, au culte, on est 10, 15, 20, et on est 325. Wow! Souvent, dans nos rassemblements réguliers, on est peu nombreux, puis on est plus âgés. Et soudain, dans une grande fête comme ça, bien, il y a les enfants, il y a les ados. On n'est pas... Puis là, je me rappelle, dans une évaluation, quelqu'un qui dit, on n'est pas en train de mourir, on est en train de changer. Et ça, alors à partir de là, cette réussite-là a donné le goût d'essayer d'autres choses. Alors, à l'automne suivant, on a fait la fête de Sainte-Cathérie ici au nord. OK. Alors, chaque année, on a la fête de Sainte-Cathérie pour la communauté autochtone, mais qui, comme Cathérie Tekakwitha, elle est algonquine par sa mère, mais catholique par sa foi, donc il y a une passerelle entre nous, on est capable d'être ensemble. Et là, on fait ici Sainte-Cathérie. Encore là, une réussite extraordinaire. Le jour de l'an, on a laissé faire pour la bénédiction du jour de l'an. Puis, en avril, on a fêté cette année les anniversaires de mariage en église. Alors, on était au-dessus de 300 personnes à Guigues. Tu dis, c'est spécial. Encore là, les mêmes expériences collatérales, imprévues. C'est beau, on est nombreux, on est ensemble. Et puis, on a compté 2850 ans de mariage, 2851 années de mariage. Wow. 67 couples qui ont donné leur nom. Il y en a d'autres qui n'ont pas donné leur nom, mais ceux qui ont donné leur nom, qui acceptaient qu'on prenne le temps de s'arrêter pour eux. Alors, c'est extraordinaire. Et c'est ça, il faut se donner des événements qui vont nous redonner notre fierté, la joie d'être ensemble. Alors, on revient à mon thème du départ, la joie d'être ensemble, puis une fierté, donc une dignité. On n'est pas... La communauté catholique a le grand avantage d'avoir 2000 ans, mais le grave inconvénient d'avoir 2000 ans. Donc, tous les scandales possibles et imaginables, on les a faits. Les bêtises, les persécutions, l'Inquisition, les scandales sexuels, nommez-les. Là. Quand des gens me disaient, ouais, mais votre Église, il y a ceci, voulez-vous que j'en nomme des pires? On a 2000 ans d'histoire. Quand on a 2000 ans d'histoire, si on n'a pas de sang sur les mains, là, on est des anges. Alors, c'est du vrai monde, là, 2000 ans d'histoire, 1 milliard. Vous allez avoir un prêtre qui va gifler un enfant au baptême un jour. C'est arrivé la semaine dernière. 89 ans, quelle fin de carrière, c'est triste. Mais c'est des bêtises, là. Parce qu'on est de vrais humains. Hein? Alors, en ce sens-là, oui. Et puis le prochain, ça va être le 28
juillet. Alors, on aura une fête de 5e dimanche. On va la faire le samedi après-midi parce qu'on a choisi de célébrer la nature et les familles. Alors, on va être sur le bord de la rivière à Rimini. On commence à 13h30. Et puis, il y aura des jeux, de l'animation. Et puis, la grand-messe solennelle, s'il fait beau, dehors, la cathédrale de la nature, sous les arbres, avec les canards et les otaries et les loutres, voilà. Et puis, après, à la fin septembre, il y aura un 5e dimanche. On va souligner Sainte-Catherine aussi, mais anglier, parce qu'il y a des familles autochtones aussi. Alors, oui, cette idée-là, c'est venu d'une réalité de calendrier. Tu dis, OK, ben, comment on fait pour remarquer? Parce que c'est dur de savoir quand est-ce qu'on va quelque part. Quand on a 8 communautés, là, tu dis, j'étais où la semaine dernière? Puis, une des choses qui est difficile aussi, c'est que c'est 8 églises différentes. Oui. Les lumières sont où ici? On s'assoit où ici? Des fois, je monte dans l'allée principale, je dis, c'est où ici? Alors, mais on apprend. Puis les gens sont extraordinaires. Ils apprennent à vivre. Ils découvrent. À ça, je trouve que c'est une autre découverte extraordinaire. Les gens de Témiscamingue, ils vont à la rigolade ensemble. Ils font le rodéo du camion ensemble. Ils font le festival western ensemble. Ils font le carnaval d'hiver à Lorrainville ensemble. Ils font la foire gourmande ensemble. Ils jouent au quai ensemble. Plusieurs travaillent ensemble. Les enfants font partie des mêmes équipes de hockey. Mais ils ont rarement l'occasion de prier ensemble. Ils prient chacun dans leur coin, si je puis dire. En faisant un 5e dimanche, alors, ce qu'ils ont découvert, bien, on connaît plein de monde. Mais on n'avait jamais pensé, parce que quand on travaille, quand on est au sport ou à l'école, je ne demande pas, toi, tu vas-tu à la messe à l'Église catholique? On ne demande pas ça. Tandis que si je te vois dans la même église où moi je vais, je dis, il y a comme une... Je ne dirais pas de dire, tu peux te signer ta carte ici. Non, mais je vois bien qu'on est dans la même communauté, non seulement de travail, de labeur, de sport, d'école ou d'activité sociale, mais on est dans la même communauté de foi. Et là, tu dis, oh, on est quand même... Hein, ça donne un petit velours. Et je me rappelle la dernière fois aussi, il y avait un couple du Nord qui arrive pour leur anniversaire de mariage à Gay. On n'est jamais rentré ici, ce soit donc le 2e banc en arrière, puis sur le bord, hein, parce que peut-être qu'on va déranger quelqu'un. Là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'assoit de l'autre côté, puis il donne un coup de coude dans les côtes. Puis il dit, tu me reconnais pas, hein? Ben non. Ben on a travaillé ensemble sur le barrage. Hein? Puis là, ils partent. Ah, ben oui, puis là, dans le fond, ces gars-là avaient travaillé sur le barrage jusqu'à un prenne sa retraite, mais ils s'étaient jamais revus après. Parce qu'il y en a un qui demeure au nord, puis l'autre demeurait peut-être, je sais pas, moi, Saint-Eugène ou à Verlochère. Ils se retrouvent là. Là, tu dis, ah! Alors, tranquillement, je pense que Lucia Ferretti, qui est une historienne, a écrit un petit bouquin sur l'Église du Québec, puis elle dit, l'avenir de l'Église catholique va passer par sa capacité de recréer du lien social, de redonner aux gens un espace pour être ensemble. Parce que sur l'Internet, etc., le virtuel, il y a quelque chose de charmant là-dedans, là, mais il y a quelque chose qui n'est pas... C'est virtuel. Ouais. Tandis que quand je te vois, t'es ma voisine, t'es mon quotidien, là, ça peut devenir très intéressant. C'est vrai, c'est très, très inspirant, ça aussi. C'est assez incroyable. D'accord. Puis, il y a quelque chose qui revient beaucoup aussi dans notre entrevue depuis le début, que je pense que ça vaut la peine qu'on souligne. Vous êtes quelqu'un qui regarde beaucoup, qui contemple, qui observe, qui va enregistrer les détails et tout ça. Et vous avez été aussi beaucoup formé par vos voyages. Oui. Et là, on n'a pas parlé de ça. Alors, encore. OK, j'ai amené un bâton de pèlerin. Il y a plusieurs sortes de voyages. Les voyages, bien sûr, en voiture, en avion, etc. Mais les voyages à pied aussi. Oui. Le pèlerinage. Oui, moi, j'ai marché beaucoup dans ma vie. Et effectivement, je vais donner un exemple d'observation qui me structure en profondeur. Dans le parc des Aigubelles, il y a un endroit où il y a une falaise qui descend jusqu'au lac. Et un jour, je suis descendu dans cette falaise jusqu'au lac. Et rendu au lac, il y a une pierre qui est sur le bord de la rive et dont la face nord, dans une anfractuosité, dans un millimètre de creux, il y a une plante qui pousse et qui, par héliotropisme, monte. Moi, là, je passe quasiment 1 heure à me demander, mais c'est extraordinaire.
Il a fallu qu'une graine tombe là, avec la Ouais. bonne température, la bonne humidité. C'est un miracle. C'est peu probable et quasi impossible. Une autre expérience que j'aime, et là, vous avez sûrement déjà vu ça, ils viennent de passer le rouleau compresseur sur de l'asphalte dans un bout de chemin. Là. En voiture, on ne voit pas ça, mais quand on marche à pied, soudain, on voit que l'asphalte est en train de lever. Ils viennent de passer le rouleau compresseur. Et 2 jours après, l'asphalte est en train de lever. Et quand vous passez, qu'est-ce que vous voyez quand ça ouvre? Une plante verte qui a traversé ça d'épais d'asphalte compressé par un rouleau compresseur. Là, attention, hein? Et là, tu dis, mais comment ce miracle est-il possible? Il a fallu qu'au moment où, avant de mettre l'asphalte, bien sûr, qu'il y ait une graine qui tombe, qu'ils mettent un peu d'eau, là. Donc, il faut qu'il y ait l'eau. Et puis, la chaleur de l'asphalte qui va remplacer le soleil et qui fait que on appelle ça en biologie, le heel sort, là, et là, ça lève. Et c'est suffisamment fort pour soulever ça d'épais d'asphalte. Ouais, ouais. Et c'est ça, les voyages. C'est d'aller découvrir, de se laisser émerveiller, se laisser remplir par quelque chose, une parole, un geste, un site naturel qui t'entraîne au plus profond de toi. Oui, j'ai marché beaucoup, mais entre autres, j'ai commencé par un coup de tête encore imprévu. C'est que je faisais du scoutisme chez les Louveteaux, puis j'animais chez les parents le Cursillo des Christiandades. Puis à un moment donné, dans une famille où on est en train de souper, le grand qui avait 16 ans il me dit « C'est ça, t'animes avec mes parents puis avec mes petits frères parce qu'eux, ils obéissent. Hein? Nous, tu fais rien avec les ados. » Puis là, je dis « Bien, tes petits frères, effectivement, dans le scoutisme, ils sont plutôt obéissants. Puis les parents, il est rendu qu'à 40 ans, quand tu fais un week-end d'animation, tu suis un peu ce qu'il dit. » Puis tu sais, les ados, effectivement, moi, j'avais enseigné au séminaire à une gang d'ados pendant 5 ans. Tu sais, les ados, ce que je trouve difficile, c'est que le soir, ils disent « Oui, on va se lever à 8 heures. » Puis le lendemain matin, il est 8 heures, puis ça bouge pas. Puis là, quand tu leur dis « Il est 8 heures, les gars », ben là, je suis fatigué, on s'est couché tard. Non, moi, ça me tente pas. Puis là, j'ai eu cette phrase épouvantable. Je dis « On voudrait descendre de Rouen à Ville-Marie à pied que vous voudriez même pas. » Je dis « Ben, moi, je veux, là. » Ben, je trouve, moi, 6 autres partants, puis j'y vais. Le lendemain soir, on avait 6 partants. Je dis « Bon, OK. » J'ai dit que j'irais, alors, parole donnée. Hein? Fait qu'on est descendu à Ville-Marie à pied cette année-là pour la première fois. Et j'ai attrapé le goût de la marche. De faire des... C'est 148 km, Rouen-Ville-Marie, par les chemins de travers. Extraordinaire. Découvrir le pays à pied, c'est... Il y a quelque chose de profondément humain d'abord, parce que le rythme de la marche, c'est un rythme humain. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément divin, où on se découvre dans ses limites, ses capacités aussi. C'est fou le nombre de mètres qu'on peut marcher quand on croit qu'on ne peut plus marcher. C'est fou la distance qu'on peut faire. Et la tête lâche avant la bête. C'est fou ce qu'on peut faire. Et moi, j'ai fait donc Rouen-Ville-Marie, je dirais depuis ce temps-là, au moins une vingtaine de fois. Puis des fois, on est déjà parti d'Amos ou de Val-d'Or. Puis, quand j'étais gamin, quand j'aimais lire, donc j'avais beaucoup lu, moi, sur le Moyen-Âge, du Guesclin, etc. Et on parlait souvent des pèlerinages de Compostelle. Puis moi, à 15 ans, avec un copain, on avait juré que nous, quand on aurait l'âge, à croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en faire. Alors, un jour, on va faire Compostelle. Sauf que quand on est devenu grand, quand j'ai demandé à mon copain, j'ai dit, écoute, il faudrait bien qu'on fasse Compostelle, on avait promis. Il dit, hey, on avait 15 ans, tu oublies ça. Sauf que moi, je n'avais pas oublié. Et en 92 ou 93, je ne me rappelle pas à quelle année, j'avais un congrès à Lisbonne, au Portugal. Et à la fin du congrès, c'est au mois de novembre, à la fin du congrès, il me restait quelques jours avant de rentrer au Québec. Ah ben, j'ai dit, Compostelle, c'est au nord de Lisbonne, je vais prendre le train, je vais aller faire mon pèlerinage. Puis là, je croyais acquitter ma conscience en y allant en train. Hein? Je faisais le pèlerinage de Compostelle, quand même. Et je suis allé, donc je suis arrivé là-bas un 2 novembre. Puis là, une anecdote intéressante, c'est qu'à un moment donné, je demande pour célébrer la messe dans la cathédrale. On m'ouvre une petite chapelle latérale. Puis au moment où il venait pour fermer la grille qui donne accès à la capilla, à la chapelle, il y a plein de gens qui arrivent et qui veulent rentrer. Bon, ils les laissent rentrer, il y a la messe.
Fait que moi, je dis, on commence à la messe, on est au Portugal. Je dis, écoutez, je vais célébrer en français, alors, parce que je ne parle pas portugais. Mais alors, je dis, bon, c'est la messe pareil. Alors, on fait la messe. Puis à un moment donné, je dis, le Seigneur soit avec vous, puis j'entends dans cette foule, et avec vous aussi, avec votre esprit, quelque chose comme ça. OK. Je dis, il y a des francophones ici. Alors, je fais toute la messe, puis après la messe, il reste après, c'était un couple de Paris ils viennent tous les 2 novembre, depuis, mettons, 20 ans, à Compostelle pour la messe des morts, en mémoire de leur fils, etc., etc. Et cette année, ils sont arrivés en retard. Donc, ils disaient, on va aller faire notre piété gentiment, mais la messe est à 11 h le matin. Moi, je célébrais à 5 h l'après-midi. Puis elle dit, vous êtes là, c'est un miracle. Je dis, ben oui. Et puis elle dit, et en français en plus. Mais voilà. Alors, c'est des petites choses. Et là, moi, je croyais, là, j'ai signé les registres, comme de quoi j'étais passé, tata. Et puis, pour moi, là, j'avais acquitté mon engagement de mes 15 ans. OK. Sauf qu'une année qu'on marchait vers Ville-Marie, j'ai un de mes grands pionniers, mes grands éclaireurs, qui m'arrive et me dit, ah, Perlou, j'ai entendu dire que tu partais pour Ville-Marie demain. Je dis, oui. Il dit, je peux-tu me joindre à vous? Je dis, ben écoute, Christian, il faut avoir marché un peu quand même. Hein? La veille au lendemain, c'est un peu court. Là. Il me dit, ben j'arrive de Compostelle. Ah, ben si tu arrives de Compostelle, tu as marché combien de kilomètres? Il dit, j'ai marché 1500 km. Ah, ben ça va, pas de souci. Et pendant qu'on marche, il va susciter chez les autres le goût de partir. OK. Si on est capable de faire Rouen-Ville-Marie, on est bien capable de faire Compostelle. Ah. Fait que moi, je dis, oui, bien sûr, bien sûr. Fait que là, je les rencontre, là, c'est au mi-août. Puis je dis, bon, on donne une rencontre d'information, d'incubation du projet à la fin août. Dans ma tête, je me dis, 15 jours plus tard, quand tu as 15 ans, ouh! Ah, ils se retrouvent. Puis là, ils sont décidés. Mais je dis, écoutez, les copains, ça coûte quand même des sous. Je dis, écoutez, vous en parlez avec vos parents, mais on ne fait aucune annonce. Il faut qu'on ait ramassé 1 000 $ au 15 novembre. Si le 15 novembre, vous avez 1 000 $, on embraye. Alors, blablabla. Bla, bla, bla. Et leur première activité de financement est le 5 novembre, un souper spaghetti. Moi, je me dis, ils dégageront jamais 1 000 $ dans un souper spaghetti. Eh bien, croyez-le ou non, ils ont dégagé 1 005 $. Je dis, ah, je suis pris. Fait qu'on fait une rencontre à la mi-novembre. Je dis, bon, voilà, vous pouvez officialiser, on organise, on part, on organise des activités financières, etc. Et on est parti, on était 15, donc 13 jeunes, 2 adultes, Christian et moi. Puis on est allé marcher 800 km en Espagne. Et là, j'ai aimé beaucoup. Et là, je l'ai fait 5 fois depuis. Et puis là, ils m'ont donné, quand j'ai célébré je pense que c'est mes 25 ans d'ordination, au mon départ de Rouen, ils m'ont donné un bâton de pèlerin avec les couleurs de l'Espagne. C'est un beau souvenir. Et marcher là, le bâton qui est fort utile en passant, hein? Oui. Ça tient les chiens à distance. Très utile pour mesurer la profondeur des ruisseaux à traverser. Et très utile pour disperser l'effort. Tu as 3 jambes au lieu de 2. Là. Alors oui, c'est très utile. Et pour tenir les chiens à distance, ça, les chiens espagnols sont très dressés. Là. Ils ne dépassent pas le bout du bâton. Quand tu laisses traîner ton bâton par terre, et ils ne dépassent pas le bout du bâton. Ils savent très bien ce qui va arriver. Mais oui, les voyages. J'ai d'abord voyagé. Mon premier voyage, je l'ai fait, j'étais au secondaire. Mon premier grand voyage, j'étais au secondaire 4, au secondaire 5. On est allé en Alberta, au Canada, en train. Oh. Ah, ça, c'est long. Là. Mais ça faisait voir comment ce pays-là est immense. Et puis, après ça, je suis allé en Irlande, en 75, pour dire merci à ma famille irlandaise qui m'avait reçu quand j'étais jeune étudiant. Alors, je suis allé marcher. Là, j'ai fait tout le tour de l'Irlande à pied, là, sur le pouce et à pied. C'était un magnifique voyage. Puis après, la France, dont j'ai fait le tour plus d'une fois. Et puis, à pied, l'Espagne, la Slovénie, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne. Ouais, à pied, là, ça, c'est magnifique. Il y a des chemins partout, alors. Oui. Et tous les chemins mènent à Rome. Alors, les voyages forment. Et un voyage que j'ai beaucoup aimé, c'est en Chine. Alors là, j'ai vu le Pacifique pour la première fois, mais depuis Shanghai. Tu vois, depuis Vancouver, ça coûte trop cher. Alors, Shanghai, ça coûtait moins cher. Je suis allé à Shanghai.
Et en Chine, j'ai beaucoup aimé parce que depuis petit, je me dis, j'ai un petit peu de côté extraterrestre. Je dis, ah, moi, je suis pas d'ici. Moi, je suis pas d'ici. Moi, je suis de Chine. Moi, je suis Chine. Puis je dis souvent, chez nous en Chine. Alors, alors je suis allé en Chine et je serais bien resté. Je suis allé me recueillir au cimetière des pères lazaristes et des pères jésuites à Pékin. Et je dis, si je meurs là-bas, vous m'enterrez ici, il n'y a pas de souci. Ça donnerait un excellent prétexte à ma famille pour venir me visiter. Pour venir visiter la Chine. Mais non, les voyages. Les voyages, d'abord, c'est découvrir que l'humaine condition est multiple. S'émerveiller. Il y a des humains partout. Et c'est les mêmes risques, Toronto ou Paris, Bamako ou ici. Maintenant, il ne faut pas faire exprès. Quand je suis allé au Liban, j'ai beaucoup aimé aller au Liban. C'était une rencontre de promesse d'enfance. Je voulais aller voir le corps, je voulais aller sur le tombeau de Charbel Maklouf parce que ça m'impressionnait, hein, qu'il ne soit pas corrompu encore. Alors, je voulais aller. Mais au Liban, il y a la guerre civile. J'attends. Puis en 2013, je me dis, bon, si j'attends qu'il y ait de la paix au Moyen-Orient, là, j'irai jamais. Alors, j'y vais. Fait qu'on a concocté ça avec des amis. J'allais passer 3 semaines. Et puis, je suis retourné en 2016. Le Liban, c'est un magnifique pays. Et on y mange très bien. Très, très bien. Le Liban, on y mange tout le temps et on y mange très bien. Alors, les voyages, j'aime aussi, bien sûr. L'autre jour, j'ai pris 4 jours, 5 jours de retraite ou de calme avec l'un de mes neveux. On est allé au Rapide des Joachins. Alors, c'est dans le Pontiac, c'est vis-à-vis, pas très loin de Desprévert. Et pourquoi le Rapide des Joachins? C'est que mon père a été bûcheron, je vous le disais, et il a bûché au Rapide des Joachins il y a quasiment une cinquantaine, soixantaine d'années. Puis je voulais voir dans quel pays c'était, et c'est magnifique. C'est beau. Oui. Alors, on a canoté sur la rivière des Outaouais, il y a la rivière du Moine qui monte, là, etc. Alors, j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime m'arrêter, j'aime méditer, j'aime prier en silence. Je suis allé l'année dernière, une semaine à l'abbaye, à la nouvelle abbaye, là, Notre-Dame, Val-Notre-Dame, dans l'Anaudière, là. Alors, c'était magnifique aussi. Alors, voilà, j'aime ça. Je suis allé aussi à l'abbaye de Landevenec en France. Voilà, j'aime m'arrêter, mais je ne crois pas être un moine. Je pense que je ne serais pas capable de durer plus d'une semaine dans ce silence monastique. OK. Mon silence à moi ici, dans la petite maison m'appartient. Là, je suis bien faire le silence ici, mais je sais que le lendemain, il y a des gens qu'on va rencontrer. J'ai un petit côté public, relationnel. Oui. Le commerce des gens, j'aime ça, le parler. Oui, j'aime ça. Puis justement, faire un petit lien, vu que vous avez tellement voyagé, vous avez vu beaucoup de coins et tout ça, des coins merveilleux, des coins magnifiques, des coins plus durs. Pourquoi le Témiscamingue? Oh, c'était pas mon programme. Non? Non, pas du tout. Moi, quand j'étais ordonné, par exemple, j'avais dit à mon Sœur Hamelin que je rendrais loyalement des services. Et parce que quand j'étais petit, donc je voulais aller en Chine. Et puis j'avais dit à mon Sœur Hamelin lors de l'ordination, je vais vous donner loyalement 3 années. De tout mon cœur, là, sans hésitation. Alors après 2 ans et demi, je vais le voir, j'ai dit, écoutez, mes 3 ans arrivent à terme. Alors je voudrais avoir le temps d'aller réfléchir, prendre une semaine de retraite, de discernement pour voir si je pars ou non pour la Chine. Et tu penses encore à ça? Je dis, ben oui, c'est dans mon cœur. Alors ce que j'ai fait, je suis allé prendre une retraite à Québec, chez les pères jésuites. Et puis le père jésuite qui nous recevait, il nous reçoit 15 minutes par jour. OK. Hein? Alors, il nous a, allez réfléchir, allez prier. Alors, première question qu'il me demande, qu'est-ce qui vous amène? Bon, là, je réponds, voici, je viens discerner pour telle chose. Très bien. Et le lendemain, il me dit, bon, maintenant, vous allez aller chercher dans votre histoire, dans votre mémoire, dans votre cœur, en profondeur, quel est le texte biblique qui vous marque le plus? Merci beaucoup, au revoir. Fait que là, j'écris, puis là, je cherche. Et puis là, je me suis rappelé un texte qui me marque encore, d'ailleurs, qui me suit encore. C'est Genèse 12:4. C'est Abraham qui entend la voix intérieure qui lui dit « Pars pour le pays que je t'indiquerai ». Et ça, je regarde ma vie, rien ne m'amenait en Abitibi, rien ne m'amenait au Témiscamingue, et pourtant j'y suis. Rien ne m'amenait aussi au Moyen-Nord ontarien, pourtant j'y étais.
C'est pas écrit d'avance, c'est des circonstances, des portes qui s'ouvrent dans lesquelles j'ai décidé d'entrer. Et puis là, j'écrivais dans mon journal, parce que je fais encore mon journal. Bien, peut-être pas journal, mais plus ou moins mon hebdomadaire. Mais il fut un temps, je faisais un journal ou un hebdomadaire. D'accord. Et puis là, j'écris Pars pour le pays que je t'indiquerai. Mais je dis, mais qu'est-ce que je fais en Abitibi, moi? Il n'y a rien dans ma famille, rien dans mon cursus, rien dans mon parcours qui indique là, que la balle de golf va tomber sur ce verre-là. Tu sais, le verre abitibien, là, il n'est pas dans le décor. C'est les circonstances de la vie auxquelles j'ai correspondu qui font que je suis là. Et j'y suis heureux. Alors là, je me rappelle très bien d'écrire, de me surprendre à ressentir et à écrire. Alors, elle est où ma Chine? La Chine, c'est l'ailleurs. Mais l'Abitibi, qu'est-ce que tu fais là? Alors, ma Chine à moi, c'est l'Abitibi. Et quand il y a 7 ans, le 26 avril 2011, l'évêque du diocèse, Monseigneur Dorilas Moreau, m'a demandé pour venir au Témiscamingue. Je ne voyais aucune raison valable, mais j'ai dit, va revenir, pourquoi pas? Et je suis heureux. On ne m'empêchera pas d'y être heureux. Et j'y suis très heureux. C'est ma 7e année, je crois, 2011-2018. Et puis, j'y suis encore très heureux. Effectivement, j'ai des chances inouïes. C'est la première fois que je suis propriétaire. J'avais toujours vécu ailleurs. J'avais vécu chez mes parents, en chambre, en appartement, dans des presbytères, dans des monastères. À Paris, je demeurais 1 an dans un monastère, etc. Je n'avais jamais demeuré chez moi. Et quand j'ai signé le bail d'achat, le 21 octobre 2011, quand je suis venu me coucher le soir, j'avais rien, là. J'ai déroulé mon sac de couchage, je suis couché dessus, j'ai dit, c'est la première fois de ma vie que je dors chez moi. J'ai dit, hein, c'est extraordinaire. Alors, je trouve ça extraordinaire, c'est inouï, ça. C'est vrai. Ben oui, j'ai dit, OK. Être chez soi, puis de dire, la porte, c'est... Il n'y a personne d'autre qui a le droit de l'ouvrir sans ma permission d'une certaine manière. Le voleur prend toujours le faire, mais je n'avais jamais fait l'expérience d'être chez moi. Alors, je trouve ça extraordinaire. Wow. Très heureux de ça. Pour terminer, je vous lancerai dans une belle question philosophique. Ah oui? Un peu large, un peu compliquée. En fait, je voudrais savoir qu'est-ce que vous voudriez profondément laisser comme héritage? Qu'est-ce que vous espérez que vous laissez comme trace sur les gens que vous rencontrez? Bien, ça rejoint... C'est intéressant comme question. Ça rejoint ce qu'on a dit au départ. D'abord, l'aptitude à la joie. Oui. J'aimerais qu'on retienne que j'ai été traversé par une joie profonde et sereine. La certitude intérieure d'être connu et aimé. Au-delà des aléas de ma naissance, de ma famille, de la santé mentale, les blessures, les violences humaines, etc. Ouais. Ça serait un héritage que je laisserais, oui, je serais très content. Puis si je pouvais laisser le... Aussi, j'ai écrit, je voudrais vivre de telle manière que ma vie ne se comprenne pas si Dieu n'est pas. Alors, comment expliquer cet homme? Comment comprendre cet homme? Sa vie, ses engagements, sa joie, sans son expérience de Dieu. Là. Il y a quelque chose... comme une de mes nièces m'avait dit un jour, mon oncle, on peut difficilement vivre sur une balloune pendant 25 ans. Là. Et puis je suis rendu à 35. Alors je veux bien croire que il faut bien qu'il y ait quelque chose d'intangible qui fait que cet homme-là est encore en train. Hein? Il est en train de... Tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'il habite? Alors, ça, ce serait un bel héritage. Puis, je dirais, si je pouvais avoir laissé la confiance de faire ensemble. Okay. Seul, on va beaucoup plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et si on conservait ce désir de faire ensemble, de réussir ensemble, je me rappelle d'une évaluation lors d'un voyage en Espagne, l'une des jeunes marcheuses qui dit « Avec toi, ce que j'aimais le plus, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que des défis. » Ben, j'ai dit, oui, parfois il y a des problèmes, mais ça se présente pas en problème. C'est bon, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être inventer quelque chose. Peut-être. Alors,
Pour ce qui est de la communauté de foi, je pense qu'on est dans une profonde révolution, une profonde transformation. On verra. Ouais. Ça ne m'inquiète pas trop. Moi, ça fait 36 ans que je suis prêtre. Je pense même avoir été un bon prêtre. Je ne crois pas avoir de scandale à la traîne, là. Et pourtant, moi, j'ai connu l'époque où les prêtres étaient beaucoup plus sévères dans mon village. C'était des prêtres austères et sévères. Et là-dedans, moi, je suis devenu prêtre. Je regarde, moi, comment je vis, comment avoir été, je pense, avoir été un bon prêtre. Puis le seul prêtre que je peux avoir un peu influencé, c'est Pierre Goudreau, mais il est rendu évêque de Sainte-Anne de la Pocatière. Alors, notre diocèse, je ne sais pas. Mais je dis, bon, Seigneur, j'ai confiance, on inventera. Voilà, on va... C'est pas un problème, c'est un défi. On va inventer comment on va faire pour continuer à témoigner d'un amour qui s'est engagé jusqu'à la mort. Bien, ça, on verra. Je sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui, tout à fait, moi, c'est parfait. j'ai la joie, la confiance de faire ensemble. Puis, pour moi, à titre personnel, peut-être une question. Comment cet homme-là peut-il être ainsi si Dieu n'est pas? Parce qu'on ne peut pas prouver Dieu, il est indémontrable. Mais c'est un peu comme l'amour humain. Moi, je trouve, je regarde des gens qui... On a célébré des mariages l'autre jour, là, des anniversaires de mariage. Comment des gens peuvent-ils vivre sur quelque chose qu'on ne voit pas? Je ne peux pas mettre en laboratoire. Moi, je suis chimiste de formation, mais que je ne peux pas précipiter au fond d'une éprouvette. Bon, y aurait-il donc quelque chose d'autre? Et André Comte-Sponville, un philosophe français, dit « J'ai répondu à toutes mes questions philosophiques sans l'hypothèse Dieu. Il me reste une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est qu'advient-il dans ma mort de l'amour que mes parents ont eu pour moi, de l'amour que j'ai pour ma femme et mes enfants? » Et puis il dit là, je commence à reluquer du côté des chrétiens. C'est peut-être pas bête leur idée de résurrection. Alors, pour moi, je suis conscient de la fragilité de la planète, je suis conscient que la vie humaine menace la vie et que la vie va peut-être rejeter la vie humaine. Puis ça me pose des questions théologiques intéressantes sur Dieu et l'aventure humaine. Mais sérieusement, c'est comme si je ne réussissais pas à me résoudre au fond de moi à accepter que la vie humaine serait comme banale ou un château de cartes qui s'effondre tout seul. Je trouve que quand je pense je dis, vous savez, voilà, j'ai jamais rencontré la bibliothèque d'Alexandrie des chats ou des chiens, mais il y a une bibliothèque d'Alexandrie qui existe. Vous êtes là aujourd'hui, il y a quelque chose, ce château que nous élevons d'interrelation, de communication, de présence à l'autre, tous ces défis que nous relevons ensemble pour rendre ce monde plus juste et plus vrai, il y a quelque chose en moi qui dit ça se peut pas que ce soit une illusion. Notez bien que ça ne veut pas dire que ça n'en soit pas une. Hein? Il faut être suffisamment critique pour savoir ça. Mais moi, je veux... Sainte Thérèse de Lisieux disait, à 6 ans, je veux voir Dieu. Alors, je dis, Seigneur, j'ai hâte que tu m'expliques ça. J'ai hâte de comprendre des choses. Pascal a écrit dans ses pensées, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Moi, j'ai corrigé un tout petit peu, je me suis permis de corriger Blaise Pascal. C'est le silence infini, le silence éternel de ces espaces infinis m'attire et m'émerveille. Quel est l'essence de cette aventure? De l'aventure humaine d'abord, toute singulière, toute courte, puis de l'aventure... Vous savez, à Rouen, on a un magnifique jardin géologique où on a une roche de 2,7 milliards d'années. J'aime aller les toucher de temps en temps. C'est extraordinaire de penser que l'infini du cosmos est-il un lit fermé qui va s'effondrer ou se peut-il qu'il y ait une autre dimension dans laquelle je me lis, je me comprends, etc. Et ce serait peut-être ça mon héritage, de ne pas désespérer d'un Dieu dont on n'a pas de preuve. Voilà.